Le thème de cette 13e semaine de l'entreprise est « Et si on se réinventait ?» Je vais vous demander à toutes les personnes qui s'inscrivent. Merci beaucoup. Alors, la semaine de l'entreprise, c'est 9 conférences, tables rondes et webinaires en ligne sur des thèmes variés, des sujets d'actualité placés sur l'égide du renouveau, tourisme, sport, environnement, développement durable, énergie, entrepreneuriat, Made in France, robotique, objets connectés, nouvelles technologies, dépassement de soi. Voilà tous les thèmes qui vont être abordés du 16 au 18 novembre à tous les étudiants de l'université. Alors pour cette manifestation, c'est 20 speakers qui sont experts et cadres dirigeants qui vont intervenir et qui sont mobilisés pour vous, 9 enseignants qui vont animer les débats, et puis nous avons ouvert 1800 places aux étudiants de l'université, et puis nouveau cette année, nous avons ouvert également au public ainsi qu'aux partenaires de l'université Savoie-Mont-Blanc et du Club des entreprises. Alors, la semaine de l'entreprise, c'est aussi un forum des stages en ligne avec 48 entreprises inscrites pour recruter des stagiaires et des jeunes diplômés et 302 rendez-vous qui sont pris et qui vont se dérouler dès demain entre candidats et recruteurs pour un stage ou un premier emploi. Et puis, nous avons également organisé 3 sessions de simulation d'entretien qui ont été animées par 43 professionnels avec plus de 200 étudiants qui ont ou vont participer, puisque la dernière édition a lieu ce soir, à ces entretiens simulés. Alors, si l'objectif de cette semaine de l'entreprise reste inchangé, c'est raconter la vraie vie professionnelle aux étudiants, la forme, elle change, puisque cette année, évidemment, on est en 100% digital, conséquence du contexte sanitaire en vigueur. Et donc, durant cette table ronde, je vais vous inviter à fermer vos micros. C'est important pour que les débats puissent être audibles pour tout le monde. Je vous rappelle également que la table ronde est enregistrée. Donc, merci de couper également vos caméras si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo. Alors, vous avez également la possibilité d'interagir pendant toute la durée des échanges en inscrivant dans le forum de discussion à côté les questions que vous avez envie de poser. Et en fin de table ronde, on vous permettra, bien sûr, on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser la question à nos 3 invités. Et donc aujourd'hui, vous allez assister à une table ronde dont le thème est particulièrement d'actualité puisqu'il s'agit du renouveau du Made in France. Et pour échanger sur ce thème, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos 3 invités. Il s'agit de Fabienne Pététin, fondatrice de l'entreprise So Ride Wear, qui crée des vêtements de sport fabriqués en France et dont la devise est claire, simple et efficace. Elle nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, j'accueille également avec grand plaisir Thomas Hurier, qui est un ancien de l'IUT d'Annecy, du département Réseau et Télécom, qui est fondateur de l'entreprise 1083, des jeans entièrement bio fabriqués en France, à moins de 1083 km de chez vous. Là aussi, il nous dira exactement, il nous racontera toute sa belle aventure. Et puis enfin, Rémi Valin, qui est ingénieur commercial chez Tessier, une entreprise qui fabrique et commercialise une gamme de matériel pour les personnes en situation de handicap. Et la devise de l'entreprise, c'est le ski et le sport pour tous. Donc lui aussi, il nous en dira un petit peu plus. Alors, merci à tous d'être avec nous. Et j'ai le grand plaisir aussi d'accueillir Patrick Lancy, qui est directeur de l'IUT d'Annecy et qui va animer cette table ronde. Et donc, Patrick, maintenant, je te laisse la parole. C'est à toi. Merci Marie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et moi aussi, pour vous dire quelques petits mots sur notre structure IUT, il me semblait important de pouvoir participer à l'animation de cette table ronde pour 2 raisons principales. D'abord, le terme de l'industrie des formations scientifiques et industrielles pour nous est important, puisque sur les 9 départements, 6 sont tournés vers l'industrie et les domaines scientifiques. Et puis, la seconde thématique est celle de l'entrepreneuriat. On sait aujourd'hui qu'elle récolte bon nombre d'échos auprès des jeunes, et il nous semblait intéressant de livrer des témoignages qui montrent un petit peu des démarches individuelles, quelquefois qui peuvent sembler diverses, mais en tout cas qui amènent à un objectif qui est très intéressant.
Alors, pour introduire cette séance, j'ai regardé un petit peu la littérature et Le Monde a fait un dossier en début du mois de novembre sur le renouveau du Made in France. On peut dire que c'est un thème qui est relativement récurrent depuis des politiques économiques depuis une quarantaine d'années. Bien évidemment, c'est un thème qui vient toujours sur le devant de la scène quand on évoque le problème du chômage de masse dans notre pays, hein, entre 9 et 10% de la population active. On sait que ce sont des nombres qui sont très importants. Et on sait aussi aujourd'hui que notre économie est une économie tertiaire, c'est-à-dire une économie de services, où la part du secteur industriel ne va qu'en déclinant. Les chiffres, ils oscillent entre 10 et 15%. 10% de l'industrie, c'est la part dans le PIB, dans le produit intérieur brut, et à peu près 15% au niveau de la population active. Donc c'est une part relativement faible. Pour autant, cette thématique, ces dernières années, revient sur le devant de la scène dans deux débats. Ben, le plus proche de nous, c'est celui que nous vivons à travers la crise sanitaire, où d'un seul coup, la dépendance de notre pays est apparue quant à ses approvisionnements faits à l'étranger en matières diverses, hein, les masques, les médicaments, les machines ou les équipements spécialisés. Et d'un seul coup, on s'est reposé le problème de l'approvisionnement, de la relocalisation. Hein, c'est des thématiques qui sont apparues au niveau national, mais même au niveau local, puisque dans les projets de certaines municipalités qui se sont installées, c'est clairement affiché. Et puis, beaucoup plus important, ce thème, il est revenu sur le devant de la scène à travers la crise climatique à laquelle on doit faire face et la transition qui doit être opérée au niveau des entreprises, au niveau de l'économie au sens large. Et là, les thématiques de circuits courts, d'économie circulaire, d'être économe en matière de ressources et d'éviter le gaspillage, mais aussi de l'énergie, enfin, toutes ces thématiques-là sont aujourd'hui importantes. On en parle beaucoup et bon nombre de personnes disent en parler c'est bien, mais en tout cas agir et rentrer dans un processus qui transforme les comportements des uns et des autres est important. Alors c'est vrai que d'un point de vue économique, ben, tous les acteurs sont concernés, les producteurs, mais aussi les consommateurs que nous sommes. Et la chance aujourd'hui, c'est d'avoir face à nous trois producteurs qui ont chacun des itinéraires spécifiques en tant que chef d'entreprise, ou en tout cas redonner du sens, s'appuyer sur des valeurs, à fonder leur projet d'entrepreneur. Donc on va être très attentif et en tout cas très intéressé à voir leur éclairage et pour qu'ils puissent nous montrer le chemin qu'ils ont suivi avec ses réussites, ses échecs, ses difficultés et ses joies, je l'espère aussi. Voilà. Alors, on va peut-être passer de suite la parole en étant galant à Fabienne. Est-ce que Fabienne, voilà, peut-être Ouais. afficher, voilà. Donc l'entreprise Sora Doer qui est établie à Chambéry. Oui, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit tout peu à comment fait. vous en êtes arrivé là, ce que vous faites, depuis quand? Vous pouvez peut-être allumer votre Alors, caméra. comment j'en suis Non, arrivée là, c'est pourquoi une très pas. longue histoire. Elle l'est pourtant, mais attendez. Elle l'est, mais je crois que c'est les aléas du réseau. Ah, d'accord. Désolée. Vous m'entendez par contre? On vous On vous entend, oui. entend bien, on vous En entend fait, bien. bizarrement, plus il y a de participants et plus ma caméra coupe. C'est étonnant, mais c'est comme ça, Ah oui. je crois. Bah, Voilà. l'essentiel, c'est qu'on vous Donc, entende. Allez-y. voilà, absolument. Du coup, mon parcours, je vais le faire assez scindé, en fait. Donc, moi, à 20 ans, quand j'étais pas en études, je m'occupais de mon fils, tout simplement. J'ai ensuite fait un long parcours d'assistante dentaire. Il s'est avéré que je me suis toujours posé cette question de qu'est-ce que je ferais quand je serais grande, question auquel il m'a été très difficile de répondre pendant de très nombreuses années. Et j'ai décidé de faire une totale reconversion professionnelle il y a de ça plusieurs mois. Je ne savais pas exactement
dans quel sens le faire et comment le faire. Et je me suis tournée tout simplement vers l'entrepreneuriat parce que je me suis dit que créer mon propre emploi, c'était déjà une première phase. Et surtout, je voulais un emploi qui soit complètement en accord avec mes valeurs, avec ma façon de vivre depuis très longtemps. Et j'ai commencé à me tourner vers la fabrication des vêtements parce que j'avais envie de faire mes propres vêtements, que je ne trouvais pas des vêtements adaptés, que je ne trouvais pas des choses qui me convenaient. Et de là, petit à petit, a germé cette idée d'en faire profit grand nombre. Et j'ai donc lancé So Ridewear officiellement en novembre 2019, l'année dernière. Alors, en termes de vêtements, quel type de vêtements pour un public spécifique ou tout venant? Alors, le mot tout venant, il est joli. Je fais des vêtements de sport polyvalents. C'est-à-dire que je cherche pas la haute performance. Je fais plutôt pour le sportif plaisir, le sportif qui va aller un peu en montagne, qui va faire un peu de yoga, un peu de vélo, un peu de rando, etc. Et c'est des vêtements qui vont pouvoir aussi être portés au quotidien pour essayer d'avoir une garde-robe assez minimaliste. Donc pour l'instant, le Covid ayant fait ce qu'il était, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire cette année. En tout cas, j'ai déjà lancé pas mal de choses, de suites et des maillots. Alors, sur votre site, on voit très nettement des vêtements made in France, éthiques, conçus pour les consommateurs, fabriqués en Savoie. Je suppose que ce n'est pas que de l'affichage, ça correspond à une vraie démarche et à de vrais choix de votre part. Oui, complètement. Ce que je me suis aperçue quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et surtout quand on commence à chercher ses premiers fournisseurs, c'est que c'est très difficile d'avoir de la transparence, d'avoir le contrôle un petit peu de ce qui se passait. Et moi, c'était important que je comprenne vraiment d'où venaient mes matières, qui me fournissait mes matières. Et je me suis dit que le circuit court, au final, c'était ce qu'il y avait de plus facile. Après, j'ai beaucoup de chance parce qu'en Rhône-Alpes, en l'occurrence, on a un très gros pôle textile autour de Saint-Étienne où il y a énormément de fabricants de tissus qui ont eu tous la gentillesse, parce que je ne suis pas ingénieur textile, donc ont eu la gentillesse de m'ouvrir leurs portes, de m'expliquer comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Du coup, j'ai pu vraiment rentrer dans cette phase-là de recherche de fournisseurs. Et le circuit court, pour moi, c'était une logique, en fait. Pourquoi aller chercher très loin ce qu'il y avait de disponible à côté? Pourquoi faire fabriquer loin alors que je pouvais le faire moi-même? Et du coup, c'est vraiment, je dis du Made in France, moi, en l'occurrence, moi, c'est 100% fabriqué en Rhône-Alpes. Une partie de mes tissus est aussi du Rhône-Alpes. Et c'est une énorme chance que j'ai et c'est une grosse valeur que j'espère continuer d'ajouter à So Ridewear. D'accord. Alors, on peut peut-être passer la parole aux autres intervenants. On reviendra sur des thématiques au fur et à mesure de la séance. Rémi, on va changer un petit peu de secteur pour parler d'industrie, de mécanique. Parlez-nous un petit peu de Tessier et de cette démarche assez innovante qu'a eu le créateur, le chef d'entreprise. Très bien. Eh ben, bonjour. Je vais j'ai préparé quelques slides de présentation pour appuyer ma présentation. Une seconde. Pourquoi ça ne se partage pas? Bon. Je voulais vous présenter un petit peu avec des images. Ça marchait tout à l'heure. Mais on peut le faire pour Rémi. Vous voulez que j'essaye? Oui. Ok. Je vais essayer, Marie. Alors, ok, vas-y, Véro. Évidemment, aux essais, ça marchait. Ça marchait très, très bien. Voilà. Bon, donc, voilà. Donc, l'entreprise Tessier est une PME savoyarde. Voilà, bon. Là, vous avez le début. Alors, Et Rémi, si vous voulez, vous pouvez prendre la main en haut de l'écran pour faire avancer vos diapos. Voilà. Nickel. Donc, nous fabriquons du matériel handisport outdoor, donc avant tout du matériel de ski, mais je reparle après. Donc, l'entreprise a été créée en 1995 à Saint-Sorlin-d'Arves en Maurienne, en Savoie. Ça a commencé dans une grange, tout un peu une petite grange, et puis ça a grossi dans un premier bâtiment, puis un deuxième bâtiment, et puis plus récemment, on a emménagé Alpespace vers Chambéry. Donc, on est leader mondial sur le matériel handi-ski, donc c'est un marché vraiment de niche. Donc, vous imaginez, on est une petite PME de 10 personnes et on est le leader mondial et de loin. Le matériel handi-ski, en fait, on retrouve des concurrents aux États-Unis, au Japon, en Autriche, en Suisse.
mais on est de loin, donc, que ce soit en compétition ou en termes de gamme ou de nombre d'appareils vendus, voilà, on est bien devant tout le monde. Ça représente à peu près 350 appareils de ski chaque année, dont 70% à l'export. Voilà, donc l'export est une part très importante, c'est Europe, États-Unis, Canada principalement, et puis ça se développe aussi en Asie, etc. Alors, j'ai pas tout... Voilà, et on fait aussi du matériel d'été. Donc, vous pouvez voir en bas du slide là, ce qu'on fait. Donc, on fait aussi du matériel d'été. Donc, un fauteuil tout-terrain biplace pour les gens ayant besoin d'assistance. Et puis, un châssis de wakeboard, le Swake, un châssis qui est utilisé principalement sur les câbles, mais aussi derrière les bateaux. Voilà, et puis on a toujours des projets, des idées. Donc, le cœur de métier, nous, c'est la mécano-soudure, mécanique générale, donc c'est vraiment faire le châssis. Donc, on s'approvisionne, bon, tout est réalisé dans l'atelier, mais on a aussi une part de sous-traitance et on a besoin de fournisseurs, que ce soit pour l'aluminium, l'acier, etc., les parties composites, les autocollants, les sangles, enfin, on a beaucoup de choses. Donc, au début, on était vraiment autant que possible local. En Maurienne. Maintenant, c'est Maurienne, Savoie, Rhône-Alpes, mais vraiment 95%, on va utiliser des fournisseurs sont français, et la très grande majorité, c'est vraiment à la marge, ceux qui ne sont pas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, donc sont locaux. En fait, oui, d'ailleurs, on a été sélectionné là en janvier il y avait une grande exposition du Made in France à l'Elysée, et Tessier a été retenu pour représenter la Savoie, donc on était à côté des grosses entreprises de remontée mécanique ou de ski ou autre, donc pour le petit pousset que nous sommes, c'était pas mal. Une belle reconnaissance. Alors pour nous, pourquoi fabriquer en France? Déjà, il y a le souhait de développement local qui exprime juste avant. Et puis, il y a aussi, par rapport à notre activité, ça correspond vraiment à un besoin, en fait, être proche des fournisseurs, des sous-traitants, pour être plus réactif, pour, voilà, s'il y a un problème de qualité, etc., on peut réagir plus facilement. Il y a aussi, c'est ce qui nous permet, quand en fait, nous, on fait des petites séries, comme vous l'avez vu, c'est 350 appareils, mais sur 10 produits différents. Donc, il y a beaucoup de mise au point, il y a une amélioration continue, et ce ne serait pas jouable de faire ça à distance, ou très compliqué de faire ça loin. Donc, on a tout intérêt à bosser local avec des partenaires locaux. Il y a certains composants qu'on ne trouve pas localement fabriqués en France, donc ça nous arrive et ça nous est arrivé d'en prendre loin. Je peux prendre l'exemple des roues, par exemple, pour un fauteuil tout-terrain, on a besoin de roues et on n'en trouvait qu'à l'époque qu'en Asie. Donc c'était pas cher à l'achat, mais il fallait toutes les reprendre, etc. On passait beaucoup de temps et là on a trouvé un fournisseur européen, donc c'est pas français, mais on se rapproche avec une bien meilleure qualité et le coût global n'est pas bien plus élevé. Voilà, donc pour nous c'est vraiment important, et au regard de notre activité, comme je disais, c'est vraiment des petites séries. On ne voit pas l'intérêt de faire hors de France. Donc, voilà. Donc j'ai fait au plus court. Après, on fera des échanges. Peut-être nous dire deux mots sur la création de l'entreprise par, je crois que c'est Pierre Tessier. Qu'est-ce qui l'a conduit à s'adresser à manifestement une clientèle, un marché qui était délaissé jusqu'alors? Oui. Alors en fait, Pierre Tessier est un passionné de ski, de mécanique. Lui, il travaillait dans l'industrie mécanique à Lyon. Et puis, il a rencontré son épouse à Saint-Sorlin-d'Arve. Et donc, il s'y est installé. Il a trouvé un emploi dans un village vacances qui accueillait des personnes en situation de handicap. Et il y avait un groupe qui venait chaque année, qui commençait à bricoler, à mettre des skis sous les fauteuils, etc. Donc, il s'est intéressé, parce qu'une mécanique, il a commencé à faire pendant des années dans son garage des prototypes, des différents essais. Et en 95, il s'est lancé avec un premier fauteuil, le tandem ski, enfin le fauteuil ski articulé à l'époque, on l'appelait. Voilà. Donc, personne n'y croyait, son projet, parce que les gens disaient, mais les personnes handicapées ne skient pas. Et lui, sa réponse, c'était oui, il ne skie pas parce qu'il n'y a pas de matériel, mais le jour où il y aura du matériel, peut-être qu'ils s'y mettront. Voilà, il était vraiment pionnier. Il y avait, voilà, ça émergeait dans certains pays, mais il faisait partie des pionniers de cette activité. Et au fil du temps, ça a marché. Ça a été très long avant que ça réussisse. Il a travaillé énormément. Pendant longtemps, il a travaillé seul, puis avec son épouse, et puis après, il a commencé à embaucher. Et puis voilà. Donc maintenant, c'est une entreprise qui tourne correctement, mais ça a été, c'était pas gagné. Voilà. Merci. De rien.
Merci pour votre témoignage. Et puis, on va avoir un troisième éclairage en passant la parole à Thomas, Thomas Hurier. Bonjour à tous. Moi, je suis le fondateur de 1083. 1083, c'est une marque de jeans et de baskets entièrement en cuir éco-conçu. 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ça va de Menton au sud-est jusqu'à Porspoder, un petit village au nord de Brest. Et notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de nos clients. Je suis un ancien de l'IUT GTR qui a changé de nom, je crois, maintenant RT, je crois. Voilà. Réseau Télécom, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, de 1999 au siècle passé jusqu'à 2001, j'étais donc étudiant en télécom et réseau. Réseau et télécom aujourd'hui, ça a beaucoup changé, vous voyez. Et en fait, l'informatique, c'était pas trop mon truc. J'ai exercé pendant 3-4 ans comme responsable informatique. Après, l'ennui m'a vite rattrapé. Et donc, j'ai trouvé ma place en créant une boutique de vêtements bio-équitables en 2007. À l'époque, les vêtements bio-équitables, c'était assez marginal. C'était pas loin de la caricature du bonnet péruvien. Mais ça faisait sens pour moi en termes d'idées, de valeurs. Donc, du coup, je me suis entêté là-dedans jusqu'à ce que mes fournisseurs ferment. Et lorsqu'en 2011-2012, j'avais plus assez d'offres pour continuer de garder de l'activité dans mon magasin, je me suis décidé à créer ma propre marque. Et donc, j'ai lancé 1083 en financement participatif en 2013. J'espérais vendre 100 jeans. On était deux à l'époque, mon petit frère et moi. Et on a beaucoup grandi en 7 ans. On a créé 150 emplois à peu près dans la filière française. On a créé un atelier de jeans, une école de confection de jeans. On a repris une filature et un tissage dans les Vosges. Et aujourd'hui, on est 70. Et voilà, on est assez émerveilleux de connaître cette croissance-là. On espère durer le plus longtemps possible, grandir le plus possible. Notre démarche étant d'éveiller suffisamment les consommateurs pour qu'ils prennent conscience que tous ensemble, on consomme beaucoup trop de jeans. Et plutôt que d'acheter régulièrement des jeans de mauvaise qualité, on essaye de développer des filières où on donne envie aux gens d'acheter des jeans de bonne qualité. Et c'est la démarche de 1083. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer, puisqu'on a toujours parlé en France d'une industrie textile qui s'effondrait, qui a été vouée à la disparition inéluctable, et vous, c'est quand même un pari énorme que de rentrer sur ce marché que vous connaissiez peu. Oui, après, le jean, c'est le produit le plus populaire. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, tout le monde en porte. C'est un produit très mondialisé, c'est un produit très polluant, c'est un produit très concurrentiel. Donc en fait, c'est vrai que ça paraît une montagne, mais en même temps, tout le monde en consomme. Donc en fait, on n'a pas inventé un nouveau marché comme l'a présenté Rémi. C'est vraiment quelque chose, on a surfé sur un marché existant, par contre en le faisant à notre sauce, c'est-à-dire avec des valeurs très fortes, inconditionnelles, je dirais. C'est ce qui ressort d'ailleurs du témoignage de Fabienne, c'est cette énergie qu'on puise dans ces valeurs qui nous sont chères. Et en fait, des difficultés, il y en a 1000, mais si on s'entête, si on reste cohérent, et surtout si on reste d'une certaine manière froid dans ces analyses, on s'aperçoit qu'il y a des opportunités. Par exemple, on se dit tout le temps, moi j'ai appris à l'école que la France était un pays qui désindustrialisait et que notre avenir était dans les services. Et en même temps, je voyais toutes ces usines fermées et les regrets de tout le monde que l'on les ferme. Donc c'était franchement incohérent entre ce que je voyais à la télé et ce que j'apprenais à l'école. Et donc, j'entendais tous les jours que c'était à cause du coût du travail en France. Tout le monde dit ça. La France est foutue à cause du coût du travail, nos usines ont fermé, etc. Bon, ok. Mais moi, en même temps, quand je me suis intéressé au marché du jean, je me suis aperçu que si on regarde l'étiquette de prix d'un jean H&M et d'un jean Levi's, il y en a un qui est 3 fois le prix de l'autre. Il y en a un à 30 € et l'autre à 100 balles. Et donc, on se dit, bon, ça doit être vraiment deux jeans vraiment différents pour qu'il y en ait un qui vaille 3 fois plus cher que l'autre. Et quand on regarde l'étiquette de composition de ces jeans, aux surprises, ils sont fabriqués dans les mêmes pays, en Asie, et avec les mêmes matières premières. Et donc là, je me suis dit, mais non, mais en fait, on me raconte n'importe quoi. À coût du travail égal, il y en a un qui est vendu 3 fois plus cher que l'autre. Ça veut dire qu'il y a un sujet de marge qui n'est pas le sujet du prix de revient. Et je me suis aperçu en fait que les marques de fast fashion, exactement comme Decathlon, exactement comme ces usines à romans qui développaient la France pendant les 30 Glorieuses, exactement comme les produits Carrefour, les produits Leclerc, c'était des formes de circuits courts
pas en kilomètres évidemment, mais parce qu'il y avait peu d'intermédiaires entre le fabricant, le commerçant et le consommateur. Et je me suis dit, je vais faire la même chose. Vu que je suis déjà commerçant, je vais créer ma propre marque, je vais fabriquer mes propres jeans, et comme ça, je vais les vendre au même prix que Levi's. Mais ils seront bien différents dans le fond, puisqu'ils seront entièrement faits en France et entièrement bio. Et donc, en fait, de toutes les difficultés que j'ai connues, pour l'instant, aucune d'elles n'a été mortelle. Donc, toutes ont été opportunes en quelque sorte. Ouais. Et à chaque fois, c'est dans les galères que j'ai le plus progressé. C'est dans mes mauvais choix d'orientation que j'ai certainement tiré plein de souvenirs ou de réflexes sans lesquels je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, tout est bon à prendre sur le chemin, à condition de s'enchanter de son chemin en quelque sorte. Et d'apprendre de ses erreurs. Ah oui. Voilà. Et la réussite ne va pas sans erreur. Et ça, c'est un point très important. Chez 1083, on a droit à toutes les erreurs du monde. Même, presque on célèbre les erreurs, tant c'est ça qui nous fait avancer. Par contre, une erreur, on l'a fait qu'une fois. Si on l'a fait plusieurs fois, c'est qu'on est bête en quelque sorte, c'est qu'on n'apprend pas de ses erreurs. Donc l'enjeu, c'est vraiment, on accepte toutes les erreurs, par contre, on progresse en ne les faisant qu'une seule fois. Dans l'article que j'évoquais tout à l'heure, l'auteur essayait d'analyser les leviers qui pouvaient montrer en quoi une entreprise pouvait réussir en produisant en France. Et en fait, il en donnait 3, l'innovation, la proximité et le rapport au territoire, aux collectivités territoriales ou salariés. Pour vous, est-ce que ça semble être aussi des leviers importants? Innovation, voilà. Oui, bien sûr. Il faut innover pour avancer. Alors l'innovation, elle n'est pas que technologique, hein. Elle est aussi en termes de modèle économique, elle est en termes de manière de parler à ses clients. Nous, on est totalement transparent. On dit tout sur le blog. On a écrit un bouquin qui s'appelle Remade en France, où on partage toutes nos galères, nos difficultés, nos opportunités. Et donc, le fait de faire équipe avec ses clients, c'était en 2013 très innovant et ça nous a beaucoup apporté. Sur les 2 autres points, effectivement, ils sont aussi fondamentaux. J'en rajouterai un 4e, c'est la qualité. C'est la recherche permanente d'améliorer la qualité. Quand on est aussi proche de ses clients que nous, au point d'ouvrir nos usines, de les rencontrer, de faire des comptes, de faire des bouquins, de les accueillir dans nos magasins, en fait, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Et donc, ça nous engage à faire de la qualité. Et du coup, ça, c'est un levier puissant pour créer des relations vraiment durables. Et du coup, s'inscrire sur le temps long. Parce que le commerce, quelque part, on est sur des échéances très courtes. Nos prochains enjeux, c'est Noël. L'enjeu d'après, c'est les soldes. Mais on ne voit pas plus d'1 an quand on développe des collections. Par contre, quand on pense industrie, création d'emplois, développement des savoir-faire, sauvegarde de savoir-faire, là, on pense à 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, le seul moyen, finalement, de s'assurer commercialement une survie sur 15-20 ans pour développer des emplois et des savoir-faire en atelier, c'est de faire de la qualité. Sinon, au bout d'un moment, les clients se détournent de ce que vous faites. Bien sûr, bien sûr. Peut-être entendre sur ces aspects d'innovation nos autres interlocuteurs. Fabienne, moi j'ai lu sur votre site que vous parliez d'un matériau un petit peu révolutionnaire, en tout cas qu'on utilise, qu'on ne connaissait pas, le fameux tencel. Est-ce que vous pouvez nous en parler et expliquer un petit peu ce choix? Oui, je peux un petit peu. Alors oui, je peux en parler un petit peu en sachant qu'il est révolutionnaire oui ou non. Ça fait déjà de nombreuses années qu'il existe, qu'il est déjà utilisé pas mal dans l'industrie textile. Ça, c'est une certitude. Après, on n'en parlait pas énormément parce qu'il y avait sûrement d'autres matériaux à la mode à l'époque. Il s'est avéré que je voulais justement trouver une matière qui soit assez vertueuse déjà, qui soit assez locale, hors coton. Et surtout, je cherchais une matière un petit peu comme le mérinos. Donc dans les propriétés du mérinos, mais qui soit végétal, tout simplement. Donc il existe beaucoup de choses qui sont faites en France justement pour que nous, fabricants, puissions aussi aller à la rencontre des fournisseurs. Donc je suis allée au salon Première Vision tout simplement sur Paris pour aller essayer de rencontrer des fournisseurs de textiles et puis m'intéresser un petit peu de plus près à cette fibre de bois, le tencel. Et j'ai pu rencontrer directement la société Lenzing, du coup qui ont créé cette marque, parce que Tencel, c'est une marque. Du coup, je les ai rencontrés directement. Je leur ai expliqué un petit peu ce que je voulais en faire. J'ai eu un petit peu le syndrome de l'imposteur, parce qu'à cette époque, j'étais absolument minuscule. Je venais seulement de commencer à me lancer, et je me suis dit que j'allais pas être intéressant pour eux, qu'ils n'allaient pas me répondre, et sûrement que j'allais pas pouvoir travailler avec eux. Et ça a été tout l'inverse.
Après, peut-être qu'ils avaient une démarche un peu commerciale comme toute entreprise, mais je pense qu'eux aussi, il faut qu'ils se développent. Donc, il y a un moment, il faut qu'ils soient un peu commerçants aussi. Et ils ont eu au contraire la gentillesse de m'ouvrir leurs portes, de m'ouvrir leur champ de vision, de m'expliquer exactement comment ils fonctionnaient. C'est une société assez admirable, je trouve, leur usine étant l'énergie verte aussi. La façon de faire, tout est réfléchi, ils essayent vraiment de prendre soin de tout. Donc j'ai commencé à faire mes premiers modèles en Tencel pour voir s'il y avait un réel intérêt. Et en fait, ce que j'aime faire moi ici chez SO et avec du coup mon collaborateur, on fonctionne beaucoup comme ça, c'est qu'on les fait tester auprès de nos clients pendant plusieurs mois pour être sûr que ça corresponde à un besoin, que ça corresponde à quelque chose qui est demandé sur le marché, que la coupe soit bonne, que la matière soit bonne. Et au bout de quelques mois de test, il y a eu un tel retour positif que du coup, on a continué, on est resté sur cette matière, on a continué de travailler avec Lenzing et aujourd'hui, on est ravis. Mais le Tencel, voilà, c'est vrai qu'on commence à en parler de plus en plus. Ça, c'est une certitude. Donc, je suis assez ravie de cette matière. Et on dit aussi, quand on parle d'industrie textile, qu'à côté des matières utilisées, se pose le problème des solvants, des colorants, puisque c'est une industrie qui peut utiliser beaucoup de colorants. Comment vous avez abordé le problème en la matière? Oui, c'est ce qui m'a intéressé justement chez Lenzing, c'est qu'ils sont assez transparents là-dessus. En fait, quand on commence à essayer de chercher un petit peu comment est fait le textile, on s'aperçoit que peu importe ce qu'on fait, on a forcément un impact sur l'environnement. Même si on essaye de faire les choses le mieux possible, il y a forcément un impact. Point final. Je pense qu'aujourd'hui, si vraiment on veut avoir zéro impact sur la Terre, il faut qu'on se balade tout nu en fait. Là, peut-être qu'on serait pas mal. Mais il y a forcément un impact et le but du jeu, c'est d'essayer de réfléchir à comment faire pour essayer de la minimiser et en tout cas de la comprendre. Et du coup, cette société m'a bien montré, m'a expliqué, j'ai pu m'en rendre compte par moi-même. Ils ont déjà un circuit d'eau fermé dans la fabrication du fil. Donc, il y a un seul litre d'eau qui est perdu pour des centaines de mètres de fil. Donc, ça, c'est intéressant. Leur solvant est sans produits nocifs. Il n'y a rien de toxique, en fait, chez eux. Tout est réfléchi. Et c'est ce qui m'a un petit peu poussé à aller vers eux. Donc, j'espère que j'ai fait le bon choix. Pour l'instant, j'en suis convaincue. Et je suis ravie de pouvoir travailler cette matière et de travailler avec eux en bonne intelligence et surtout qu'ils aient accepté d'ouvrir leurs portes à une toute petite entreprise. Tout à l'heure, Rémi disait qu'ils étaient minuscules face à certains géants et c'est exactement l'impression que j'ai eue et je suis assez fière d'en être là aujourd'hui et de travailler avec eux comme ça. Merci. Peut-être l'éclairage de Thomas sur cet aspect matière et pollution d'industrie textile qui sont souvent évoqués. Oui, je rejoins 100% Fabienne sur ses propos. Je rajouterais juste que pour encore moins polluer qu'être tout nu, il ne faut plus respirer. Ouais. La de vie est assez courte, mais effectivement, le radicalisme, en tout cas, ça montre ce que dit Fabienne, ça montre que le radicalisme, ça ne marche pas. Il faut avancer, progresser sans cesse. Et en plus, c'est ce chemin-là qui est passionnant. Dans le jean, effectivement, c'est un produit super polluant, mais on s'aperçoit qu'il y a plein de leviers pour avoir un impact vraiment beaucoup plus réduit sur l'environnement. Ne serait-ce par exemple que par la localisation, relocaliser en France la production de jeans, ça permet d'une part de diminuer les kilomètres. On passe de 65 000 kilomètres parcourus par un jean en moyenne à 6 500 parce qu'on fait tout en France sauf le coton que l'on apporte. Le jour où on va fabriquer notre propre coton grâce au recyclage de nos travaux de R&D, en fait on sera à moins de 650 km dans la fabrication du jean, donc on aura réduit de 100 l'impact carbone lié au transport. Ensuite, quand on a des usines en fait, qu'on produit localement, on a besoin d'énergie. L'énergie française est 3 fois moins carbonée que l'énergie asiatique, parce qu'ils utilisent le charbon, nous on utilise l'hydraulique et le nucléaire principalement, c'est très peu carboné. Et donc tout ça fait que quand même on peut réduire énormément l'impact de nos filières. Et après, ce qui compte, c'est vraiment d'entraîner les gens dans ces changements-là, de montrer que tous ces petits pas, c'est des chouettes aventures, c'est des chouettes entreprises, c'est plein de savoir-faire, c'est des gens qui se démènent. Et ça, ça emmène avec nous tout un tas de consommateurs qui se rendent compte que les uns les autres, finalement, on co-construit des filières infiniment plus propres. Donc même si ce ne sera jamais parfait, ça peut être vraiment, 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 vraiment plus propre. Et pardon, le dernier point que j'ajoute, c'est qu'au-delà des procédés, le truc le plus polluant du monde dans le textile, c'est qu'on achète trop de vêtements. Donc déjà, réduisons. Arrêtons d'avoir 1000 robes, jeans, etc. Consommons moins et mieux. Merci pour l'éclairage. Et c'est
notion de progressivité et d'amélioration continue est quelque chose d'essentiel, hein, parce que du jour au lendemain, passer d'un extrême à l'autre, intellectuellement, c'est souvent très séducteur, mais dans la réalité, c'est faiblement opérationnel et ça n'aide pas à faire changer les comportements. Donc, Rémi, de votre côté, sur les aspects innovation qui vous procurent un avantage, hein, par rapport aux concurrents, ou en tout cas qui offrent un service aux clients, comment vous gérez les choses? Comment vous les voyez au sein de Tessier? C'est vrai qu'on essaye toujours d'améliorer les produits. Le produit parfait, bah, il est jamais parfait. Il y a toujours un petit truc qui peut être amélioré. Donc, on a vraiment une démarche d'amélioration continue. Et pour faire le lien avec le sujet du jour, c'est vrai qu'être proche de ses sous-traitants ou partenaires nous aide vraiment pour l'innovation. Par exemple, il y a un élément qui est très important dans les fauteuils ski, c'est l'amortisseur. Et on travaille avec le service course de Öhlins, Öhlins, c'est une entreprise suédoise, mais on travaille avec leur filiale française, et avec laquelle on a pu développer des amortisseurs vraiment haut de gamme. Et c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu faire à distance. On a eu des propositions de Canadiens qui font des très bons amortisseurs pour travailler ensemble, mais on n'y arrivait pas. On échangeait des mails, etc. Et on passait beaucoup de temps pour un résultat pas à la hauteur. Donc la proximité permet vraiment de rendre l'innovation plus rapide, plus facile. Parfois, en discutant avec les gens, les rencontrant, bah, on a plus d'idées, etc. Donc c'est un élément indispensable. Et après, l'innovation, c'est aussi ce qui va nous faire, parce que bah, quand on parle des vêtements, bon, c'est vrai que c'est beaucoup en Asie, mais il y a beaucoup de produits qui sont parfois copiés et fabriqués dans des pays à bas coût. Ce qui va nous sortir, ce qui va nous permettre de rester compétitif et bien placé, c'est l'innovation. Parce que celui qui copie, bah, il y a toujours un train de retard. Donc quand on est moteur, on va dire, quand on innove, et ben, souvent les gens nous suivent, mais n'arrivent pas forcément à notre hauteur. Ils vont essayer de copier, mais ne savent pas pourquoi telle ou telle décision a été faite, pourquoi on a fait le produit de telle manière. Ils copient, mais sans vraiment savoir le pourquoi. Et donc, comme disait Thomas, c'est par les erreurs qu'on apprend. Et avec 25 ans d'expérience, là, on commence à avoir beaucoup d'infos. Il y a des choses, on sait que ça ne marche pas, il y a des choses qui peuvent marcher, etc. Donc, c'est avec tout ce bagage qu'on peut innover et continuer à avancer et continuer à être compétitif. Et comme je disais, pour des coûts pas plus élevés que si on allait à l'étranger, quoi. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il est facile d'emmener aussi ces salariés dans le projet de l'entreprise? Est-ce qu'ils y sont partie prenante? Est-ce qu'il y a des problèmes de formation? Comment vous voyez un petit peu les choses en le domaine? En ce qui nous concerne, c'est vrai que nous, on a des produits, enfin, tous les salariés de l'entreprise sont passionnés. C'est pas une activité anecdotique. Ça permet vraiment d'emmener tout le monde dans la nature, faire du sport, etc. C'est toutes des valeurs qu'on partage tous. Et donc, on est tous passionnés. Et donc, c'est vrai qu'après, on va se former. On a du mal, si on reprend le cœur de métier qui est la mécano-soudure, on a du mal à trouver des gens déjà formés. Les soudeurs sont très demandés. On a du mal à en trouver. Donc, on va vraiment former les gens en interne. Bon, ils vont aller se former dans les centres de formation à Chambéry ou ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a une formation tout au long des années. Si on reprend comme les autres intervenants, c'est pas les études qui vont définir ce qu'on va faire, à mon avis. Les études vont aider, ça va donner les bases, etc. Mais comme moi, j'ai une formation en qualité à l'IUT, j'ai fait mes premiers stages dans l'horlogerie suisse, et puis finalement, je me retrouve dans le matériel handisport, à me retrouver commercial, et faire de la communication. Donc, c'est vraiment pas la formation de base, mais c'est vraiment l'envie d'apprendre. Je pense que c'est sur le tas qu'on apprend beaucoup, par des rencontres, par différents biais. Voilà. Et puis après, il y a des formations continues. Là, j'ai suivi récemment une formation à l'Université de Savoie, et je pense que tous, on essaie de se former au fil du temps. Voilà. Thomas, dans votre domaine, d'avoir des compétences au niveau des salariés, c'est relativement facile puisque c'est des secteurs qui malheureusement ont connu des difficultés. La région où vous êtes implanté, je crois que c'est Romans, hein, a connu un passé industriel difficile. Est-ce facile de trouver des salariés? Comment vous les formez? Comment vous les accompagnez et les intégrer à votre projet? Alors les salariés, en fait, quand on a une démarche comme ça de transparence et d'engagement, en fait, on reçoit plein de candidatures spontanées, donc ça c'est trop cool. Après, il y a plein de métiers sur lesquels on est obligé soit de se réinventer, soit de repartir de zéro, parce que du coup, il n'y a plus les savoir-faire, il n'y a plus les machines, il n'y a plus les réparateurs des machines, donc on réinvente un peu la roue.
c'est ce qui fait que c'est passionnant, c'est ce qui fait que c'est laborieux. Et ce labeur, comme on le partage à nos clients, en fait, on est tous ensemble là à reconstruire cette filière. Après, on s'attache très peu aux connaissances et aux compétences, beaucoup moins qu'au savoir-vivre, qu'aux valeurs, qu'à l'énergie, qu'au sérieux des personnes. Parce qu'en fait, tout ça, ça ne s'apprend pas. Et tout le reste, les connaissances et les compétences, ça s'apprend. Donc en fait, voilà, le but du jeu, c'est vraiment de partager un socle de valeurs. Il est inscrit dans les statuts de l'entreprise. C'est dans nos statuts, le but de l'entreprise, notre mission, c'est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Donc tout l'argent qu'on gagne, on réinvestit là-dedans. On a aussi dans nos statuts limiter les écarts de salaire maximum de 1 à 5. Pour l'instant, on n'est même pas de 1 à 2, donc on en est loin. Mais le jour où on sera gros, et ben, en fait, les plus hauts salaires ne pourront pas être 5 fois supérieurs aux plus bas salaires. Donc il y a vraiment cette logique d'équité. Et après, en termes de management, en fait, notre démarche, c'est qu'on ne fait rien pour motiver les gens. On fait tout pour ne pas les démotiver. Parce qu'en fait, quand on démarre un boulot, on est au taquet de sa motivation. Le premier jour, on est en haut, on ne peut pas monter plus. Donc en fait, ça ne sert à rien de chercher à motiver les gens. On ne peut que descendre au fil du temps. Et donc la démarche, c'est comment on fait pour ne pas descendre. Et c'est mon rôle de chef d'entreprise de nettoyer le quotidien des équipes de tout ce qui peut être relou. Donc ça peut être un néon qui clignote au-dessus du bureau, un ordi qui marche mal, un collègue qu'on n'aime pas trop, une frustration, que sais-je. Moi, mon job, c'est de nettoyer le quotidien de mes équipes pour que du coup, ils soient au taquet. Il n'y a rien qui les empêche d'être bons, avec un boulot qui fait sens, les moyens de bien travailler, dans un esprit constructif, cool, agréable, sérieux. Et du coup, c'est comme ça que du coup, on grandit. Alors, tout ça, c'est rempli d'erreurs et c'est très imparfait. Mais c'est la manière la plus engageante qu'on a trouvée pour développer l'équipe. Et c'est grâce à cette manière-là qu'on a aujourd'hui une équipe très compétente dans tous les domaines, parce qu'on est 70 dans l'équipe, mais il y en a qui fabriquent du fil, il y en a qui fabriquent du tissu, il y en a qui font de la couture, il y en a qui coupent, il y en a qui font du e-commerce, il y en a qui sont vendeurs en magasin. Donc on est vraiment de A à Z, du début à la fin de la filière, et ça crée un mélange très divers qui peut être très compliqué à gérer si on n'a pas des valeurs fortes et un cadre de travail commun. Et qui génère de la motivation, de l'intérêt et en fait de l'engagement au travail, je suppose. Oui, c'est ça. En fait, le but, c'est de surengager tout le monde. On surengage nos équipes en portant un projet ambitieux commun. On surengage nos clients lorsqu'ils attendent 1, 2, 3 mois parfois pour recevoir leur jean parce qu'on n'a pas encore les capacités de confection, qu'elles progressent au fur et à mesure que les commandes augmentent. Donc du coup, ça demande un surengagement des clients qui attendent un petit peu. On surengage nos investisseurs, nos partenaires, nos banquiers, nos sous-traitants qui eux aussi sont entraînés par cette dynamique collective. Et en fait, plus on est transparent, plus on est tout nu en réalité dans sa démarche, et en fait, plus on engage autour de soi, on montre sa sincérité, et du coup, on décuple ses forces, puisque du coup, on n'est pas tout seul, on est 100 000 clients, quoi. Vous avez parlé tout à l'heure de vos statuts. Vous avez utilisé les nouvelles dispositions de la loi Pacte de 2020 qui permettent d'opter pour des statuts d'une entreprise à mission ou pas? Alors, en fait, la mission, elle est dans notre entreprise depuis 6-7 ans. Voilà. Donc là, on va faire la paperasse pour être entreprise à mission. Voilà. Et c'est cool, en fait. Tout ce qui montre le progrès, la diversité, la richesse et la largeur des missions d'une entreprise, il faut le mettre en avant. Et donc, Voilà. on va le faire. Oui. Mais pour l'instant, la partie administrative, elle est en bas de la pile. Voilà. Non, mais c'est important de le dire. Au niveau français, une seule grande entreprise du CAC 40 a franchi le pas, c'est l'entreprise Danone, qui utilise cette possibilité, où dans les statuts de l'entreprise, on dit bien que l'entreprise va remplir une mission qui va bien au-delà des seuls critères financiers, c'est-à-dire au-delà de la rentabilité. Et aujourd'hui, de voir des entreprises qui s'engagent dans cette démarche citoyenne, au sens large, c'est effectivement rassurant et c'est, je pense, porteur de sens pour les jeunes et ceux qui veulent rejoindre les projets. Voilà. Fabienne, est-ce que à votre niveau, les problèmes de formation, de qualification à avoir pour développer votre activité, c'est important? Alors moi, c'est un petit peu différent. Comme je suis au début de mon activité, déjà, Oui. on n'est que deux. Donc, mon collaborateur et moi, pour l'instant, voilà, je n'ai pas de salarié ou autre. Moi, de mon côté, parce qu'il a fallu moi aussi que je me forme de toute façon,
pour pouvoir intégrer tout ça. J'ai pas eu de problème parce que j'ai décidé de ne pas rester seule. Quand on veut lancer une entreprise, je crois que c'est important d'en parler autour de nous. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par plusieurs incubateurs et pépinières d'entreprises sur des sujets très différents qui m'ont aidé justement à pouvoir appréhender tout ce que ça représentait d'être entrepreneur. C'est très lourd quand même, il faut s'en rendre compte, il y a énormément de choses à connaître et à savoir. Et donc moi j'ai décidé, pas rester seule, donc j'ai fait appel à l'incubateur Savoie Technolac ici à Chambéry, qui m'a accompagnée sur tout ce qui est business model, études de marché et autres, parce que clairement dans mon métier d'assistante dentaire, c'est pas des choses dont j'avais eu besoin. J'ai été suivie aussi par une pépinière outdoor sur Annecy, Outdoor Sport Valley, qui m'a accompagnée, etc. Donc je suis vraiment pas restée seule. Et pour l'instant, donc moi, j'ai pas encore de salariés, mais ça me serait tardé. Je suis en plein recrutement pour l'instant. En tout cas, je travaille plutôt avec beaucoup de partenaires qui, au final, me forment aussi un petit peu tous les jours en m'apportant leur expertise, leur savoir-faire. Ça, c'est important. Voilà. Vous avez cité le cluster Outdoor Sport Valley, OSV, qu'on connaît bien à l'UT, puisqu'on est aussi un de leurs partenaires pour 3 formations très pointues que l'on propose. Et je pense qu'il y a des étudiants qui y appartiennent, qui nous écoutent. Rémi, je crois que vous y appartenez aussi à OSV. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ah, votre micro est coupé. Donc oui, ça fait tout juste 1 an qu'on est à OSV, donc ça nous permet vraiment du lien. Bon là, avec le Covid, les assemblées générales, les réunions, etc. sont un peu dématérialisées ou limitées dans les contacts, mais voilà, ça nous offre un réseautage qui va être intéressant. Au niveau formation, pour trouver des stagiaires, pour embaucher, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant. Dans les questions des étudiants, enfin des personnes qui nous écoutent, justement, il y en a qui je voulais venir. Est-ce que les entreprises peuvent se mettre ensemble, faire une plateforme un petit peu, et je pense qu'en effet, le fait d'être proche, ça permet vraiment d'avancer. Nous, on le voit, donc le matériel handisport, c'est un tout petit milieu. Il y a 2 autres entreprises, il y en a une à Sénaux, il y en a à côté d'Annecy, une autre vers Saint-Étienne. C'est vrai qu'on est quasi concurrents, mais on est plutôt en fait ensemble, et on va faire les salons internationaux ensemble, etc. On va plutôt se mettre ensemble. Il y en a qui vont même faire des pièces pour nous. Enfin, on n'essaye pas d'être concurrents puis se tirer la bourre, c'est vraiment ensemble, on va plus loin, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Merci. Pour rebondir un petit peu sur cet aspect-là, je vois une question dans le fil et je voulais venir sur le rapport à la clientèle. On entend beaucoup dans les médias ces jours que on voit les difficultés des commerces de détail qui ne peuvent pas ouvrir. On voit aussi l'arrivée des Amazon ou d'événements type Black Friday dont on parle beaucoup. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que avant tout, quelqu'un qui a une puissance énorme, c'est le consommateur, puisque c'est lui qui décide d'acheter à un tel ou un tel. Donc, comment vous organisez, vous voyez ce rapport au consommateur, où vous arrivez à échanger avec eux pour justement le convaincre de vous suivre dans votre démarche? Thomas, est-ce que vous avez une action particulière? Oui, en fait, la transparence, la cohérence, le fait d'être tout nu, en fait, d'engager les consommateurs, c'est le meilleur moyen de faire équipe avec eux. Et effectivement, il y a plein de gens qui sont à des années-lumière encore de consommer comme ça. Mais il y a 13 ans, quand j'ai ouvert mon magasin de vêtements bio, c'était marginal de chez marginal. Aujourd'hui, ces sujets de respect des gens, de respect de l'environnement, ils deviennent mainstream. Toutes les enseignes de mode, elles commencent à communiquer là-dessus. Alors c'est un peu frustrant, on peut se dire, putain, ils greenwash tout ce qu'on fait, ils frenchwash tout ce qu'on fait. C'est un peu dégueulasse, certes. Mais il faut se dire aussi, pour être honnête intellectuellement, que c'est plus facile pour nous de partir d'une feuille blanche que pour eux de changer 50 ans d'habitude, de culture d'entreprise, de réseau, de fournisseurs. Tout ça, c'est très long à changer. Donc, ils commencent par le plus facile, la communication. C'est un peu du flan, voire beaucoup du flan selon les marques. Mais peu importe, au moins, ça les engage. Et enfin, on n'est pas des petits marginaux à porter ces messages de respect de l'environnement et de respect des gens. Tout le monde le dit. Donc en fait, plus ces marques communiquent là-dessus, mieux c'est pour nous. Je regardais là, il y a 2-3 jours, j'allais sur Amazon pour voir un peu comment ils réagissaient en termes de com. En haut à droite, alors je ne sais pas si ça y est encore, en haut à droite, il y a un petit truc acheté français. C'est quand même ouf que Amazon fasse la promotion du Made in France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Amazon, ils vont être obligés
en termes de communication défensive, Ouais. de développer cette proximité, de communiquer dessus. Donc en fait, le marché va l'emporter. Le marché, c'est nous tous avec notre carte bleue. Et bien sûr, pour l'instant, plein de gens consomment encore comme avant. On le voit, dès que le déconfinement arrive, hop, on va à McDo. Bon, bah, on a des progrès à faire, mais peu importe. Il y a plein de gens quand même qui achètent plus local. Il y a plein de gens qui vont chez leur libraire plutôt que d'acheter chez Amazon. Et petit à petit, du coup, ben, on est en train de renverser la table pour consommer durablement mieux. Par contre, ça va prendre du temps. Ça va pas être une crise. C'est pas une révolution. C'est juste un accélérateur. Donc, profitons de l'accélérateur. Et du coup, bah, ça va engager tout le monde à changer. Et Amazon, par sa com, commence à changer un petit peu. Intéressant. Voilà. Et il faudra après que le consommateur, effectivement, soit aussi acteur de ce changement. Et comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être consommer moins de vêtements, mais en consommer mieux et se poser la vraie question de l'usage de son achat, quoi. C'est ça. Rémi, quelle perception au niveau de l'entreprise? Alors, vos clients sont des clients un peu particuliers, hein, ce n'est pas directement l'utilisateur final, mais quand même, votre démarche doit les intéresser? Alors, c'est vrai que nous, à l'inverse des grosses entreprises qui essayent de greenwasher ou de frenchwasher leur activité, nous, on communique peu sur le fabriqué en France. Parce que bah, c'est vrai que nous, on a une clientèle, comme je disais, c'est beaucoup à l'export. Donc les Français, ça va les toucher, le fait qu'on travaille localement, etc., et qu'on soit du Made in France. Après, il y a certains pays où les produits français sont bien vus, donc ça va être un plus dans la communication. Mais après, pour beaucoup de pays, qui soient fabriqués en France ou ailleurs, ça n'a pas une grande importance. Donc, comme je disais, nous, en fait, le Made in France, c'est avant tout un souhait, comme je disais, pour le développement local et aussi pour permettre plus de réactivité, d'innovation, etc. Et par rapport à notre activité, qui est, c'est des petites séries, quoi, c'est vraiment un plus pour nous. Après, on est content, on n'a pas besoin de faire de la com, de la fausse com sur les actions qu'on ne fait pas. Hein. Nous, c'est plutôt l'inverse. On pourrait communiquer plus dessus. C'est vrai quand on a eu des consultants en communication, ils nous disaient mais ça apparaît nulle part sur votre site, il n'y a pas de drapeau Made in France, etc. On devrait le faire. C'est vrai qu'on pourrait en parler un peu plus. Mais c'est vrai que pour nous, c'était plus naturel. C'est comme au niveau de l'environnement, on n'a pas toute une page sur l'environnement. Je pense qu'il y a des domaines comme les vôtres, Thomas et Fabienne, où c'est bien de le mettre en avant parce que c'est pas une industrie, enfin le textile, c'est pas l'industrie la plus clean qui soit. Donc c'est vrai que des entreprises comme ça, responsables, c'est vraiment important de le mettre en avant parce que c'est une vraie démarche. Après, on voit aussi certaines entreprises qui vont faire de la com, mais pas les actions qui est derrière, quoi. Ouais. Voilà. Donc Justement, c'est vrai que démarche. on a une question sur les labels. Peut-on faire confiance aux labels? Bon, ça s'adresse peut-être plus à Thomas et à Fabienne. Fabienne? Thomas répondre, parce que pour l'instant, j'en suis justement au début de mon activité. Donc les labels, pour moi, c'est compliqué, tout simplement parce que obtenir un label aujourd'hui, je pense au label Origine France Garantie, c'est un coût très important. C'est cher d'obtenir ce label et déjà, un, j'ai pas les moyens, et deux, j'ai carrément pas envie d'acheter l'autorisation de dire que je fais ici. Donc moi, je pars plutôt au principe de dire que les clients, ils me font confiance ou pas. Et après, sur le reste des labels, c'est sûr qu'il en existe. Je pense que les consommateurs savent plus qui croire, quoi croire, qu'il y en a une infinité. Et justement, je suis en plein train de me pencher sur toutes ces questions. Donc je pense que Thomas sera beaucoup plus d'expérience que moi à ce sujet-là. Moi, c'est justement mon point noir de ces dernières semaines, là, label ou pas, confiance ou pas, est-ce que je me lance là-dedans ou pas? Alors déjà, le meilleur moyen en termes de label, c'est effectivement déjà de tout dire à ses clients, c'est-à-dire de partager ses sous-traitants, de faire preuve de transparence. C'est déjà le meilleur moyen de créer de la confiance avec les consommateurs, et ça coûte rien. Par contre, moi, je t'engage, je t'invite à te labelliser le moment venu quand tu pourras. Nous, on l'a fait au bout de 3 ans, justement pour cette question de moyens. Mais aujourd'hui, il y a plein de départements, de conseils régionaux, de CCI qui cofinancent aussi le coût de la labellisation, parce qu'en fait, se labelliser, c'est faire venir un tiers qui vient contrôler que ce qu'on fait, c'est bien ce qu'on dit. Et donc ça coûte d'une certaine manière. Et effectivement, je te rejoins, il y a plein de labels, donc c'est super confusant pour les consommateurs. Il y a du drapeau bleu, blanc, rouge de partout, design en France. Enfin, on peut en faire des caisses en termes de communication pour faire croire que c'est fait en France. Et le seul moyen finalement que l'on a de montrer qu'on est sincère quand on est dans le camp des sincères, en fait, c'est de se réunir, de se rassembler. Origine France Garantie, c'est une association qui est une association d'entreprises
qui n'a pas de financement public, qui est juste la cotisation qui fait que on se crée des cahiers des charges, ça permet de labelliser tout un tas de produits. La labellisation est faite par des tiers, donc des organismes certificateurs comme EcoCert, comme Bureau Veritas, etc. Donc c'est ça qui coûte et c'est ça qui est cher pour les entreprises, c'est vrai, mais c'est la garantie de confiance en quelque sorte. Et en fait, plus on créera comme ça un label clair et unique, en quelque sorte, plus ce sera clair pour les consommateurs. Tant qu'on ne fait pas l'effort finalement de parler d'une même voix, et en fait ça sera diffus et du coup on sera toujours fragile du greenwashing et de la boîte pas du tout made in France, mais qui saura le faire croire à ses clients parce qu'elle est maligne, parce qu'elle aura fait un produit sur 10 qui est made in France et qu'elle en fera des caisses en termes de communication. Donc pour se protéger de ça, à mon sens, il faut se labelliser, il faut faire cause commune. Rémi parlait tout à l'heure du fait qu'il faisait de l'export et que du coup, il ne ressentait pas le besoin de mettre du bleu, blanc, rouge partout. C'est vrai, ok, je comprends, mais regardons ce que font les Allemands. Quand on achète une voiture française, on se dit qu'elle est chère. Quand on achète une voiture allemande, elle est plus chère que la voiture française, mais on se dit qu'elle est de qualité. Pourquoi? Parce que les Allemands, tous ensemble, ils ont communiqué sur la qualité allemande. Et du coup, cette force collective qu'ils ont développée, si Rémi, Fabienne et nous, on disait le Made in France, c'est de la qualité, ou Made in France, et je sais pas quoi, si on martelait ça tous ensemble, en fait, on gommerait le sujet du prix, qui n'en est pas un en vrai, puisque les Allemands sont plus chers, et on valoriserait partout dans le monde nos atouts. Et du coup, ça demande un petit effort supplémentaire à chacun, et ça demande aux collectivités de nous aider à faire l'effort. C'est pour ça que je parlais à Fabienne des aides possibles certainement auprès de la CCI, de la région, du département. Mais à mon sens, c'est fondamental de se donner les moyens de parler d'une seule voix auprès des consommateurs français pour les embarquer avec nous en réalité et leur donner de la lisibilité sur ce qu'on fait. Oui, je disais en effet qu'on ne mettait pas les drapeaux partout. En effet, il y a certains marchés où c'est intéressant et c'est vrai que la Deutsche Qualität, le made in, quand c'est fabriqué en Allemagne, on a tout de suite une idée de fiabilité. C'est vrai comme je disais, on va sur des salons ensemble entre fabricants handisport, de matériel handisport français parce qu'on a une expertise. C'est vrai que si on regarde en Europe, la région Rhône-Alpes va concentrer 70% des produits fabriqués en Europe pour le handisport. Donc c'est vraiment, on a une force ensemble et c'est vrai qu'on essaye d'y aller et on l'annonce, on a été soutenu d'ailleurs par la région ou autre et dire voilà, c'est des produits faits en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, ça ne parle pas à tout le monde, Auvergne-Rhône-Alpes, ça ne parle pas forcément à tout le monde, donc on va parler des Alpes françaises. Avec le cluster montagne aussi, donc on essaye de faire des actions. Donc c'est vrai qu'on ne le cache pas, on communique, mais après on communique peut-être pas autant que d'autres parce que c'est pas notre point clé. Voilà. Mais c'est sûr que ça a une importance. On avait une question d'un participant justement pour rebondir sur la relation entre les entreprises qui nous demandait si au niveau de la synergie des entreprises Made in France permettait d'avancer collectivement. On a parlé des réseaux tout à l'heure, est-ce que c'est important ça? À fond, enfin je ne sais pas qui veut répondre, mais à fond. On le voit sur le salon Made in France. Je ne sais pas si Rémi ou Fabienne, vous le faites, vous pensez le faire. Alors c'est annulé cette année à cause du Covid, mais chaque année en novembre, porte de Versailles, il y a un salon. On était peut-être 50 exposants il y a 6 ans, on est 2, 3, 400 aujourd'hui, avec plus de 100 000 visiteurs. Et du coup, on montre aux consommateurs la diversité de tout ce qu'on propose, de nos développements, de nos savoir-faire. Donc oui, il faut absolument se rassembler. Nous, on fait beaucoup de collabs pour ça. Donc on fait des collabs avec le slip français, on va faire un maillot de bain 100% recyclé et recyclable. Enfin, un short de bain. Avec la Gentle Factory, on fait des sweats. Avec Rémi, on pourrait faire une couverture de fauteuil ski. Enfin voilà, tout ce qu'on peut faire. Avec Fabienne, on pourrait faire, je sais pas, un t-shirt. Enfin, je sais pas, mais en fait, plus on partage nos communautés les uns aux autres, en fait, plus on se fait connaître par capillarité par les amis de nos amis. Et en fait, c'est le seul moyen de se faire connaître face aux mastodontes qui, eux, se servent de la publicité avec beaucoup d'argent que nous, on n'a pas, pour crier fort. Nous, on ne peut pas crier fort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met avec plusieurs à chuchoter en même temps. Et on espère que ça va aussi loin que le son crié fort, quoi. Et puis par rapport aux gros mastodontes, vous avez la réactivité, la souplesse, l'agilité, on dit aujourd'hui, qui permettent d'être rapidement sur un problème. Voilà. Oui, parfois.
Mais on a aussi plein de défauts. Hein. Et donc, en fait, eux, ils ont leurs forces et leurs défauts, nous, on a les nôtres. Eux, ils ont des moyens, ils ont des compétences, ils ont du réseau. Enfin, voilà, on fait avec nos armes, quoi, chacun. D'accord. En termes de distribution, on dit souvent que le magasin traditionnel était menacé et que le e-commerce allait prendre le dessus. Qu'en pensez-vous? Parce qu'on a vu certains distributeurs développer un réseau de magasins pour être au plus proche de leurs clients, avoir des informations. Comment voyez-vous cette évolution des choses et le dosage entre ces circuits de distribution? Alors peut-être plus, bah, on va passer la parole à Thomas d'abord, mais je pense que tout le monde est concerné. Nous, on se développe depuis le début avec 50-50. C'est-à-dire que 1083, c'est une histoire de distance, donc de proximité. Et le but du jeu, c'est de se rapprocher le plus de ses clients. Donc, on veut relocaliser la production près des lieux de consommation, donc en France. Et on veut relocaliser la distribution près des lieux d'habitation, donc en centre-ville. Donc, en fait, on est distribué sur Internet, sur notre site Internet. Et à 50%, le reste, c'est vendu dans des magasins. Et ces magasins, il y en a une centaine en France. Il y en a qui sont sur les attentes parce qu'on n'a pas cette capacité de production. Et on a 5 magasins à nous. Et on est très vigilant sur ce 50-50. Donc, quand il y a le web qui marche bien, eh ben, on investit dans les magasins. Quand les magasins marchent bien, on investit sur le web. En fait, on contre-investit pour ne jamais avoir nos œufs dans le même panier. Et du coup, assurer des canaux de distribution aux investissements sur le temps long qu'on fait en production. Et là, ça nous est très heureux parce que là, en période de confinement, en fait, l'absence de nos revendeurs ou la fermeture de nos revendeurs et de nos magasins est compensée par nos performances sur Internet. Et on n'est pas à l'abri que l'année prochaine, il y ait un virus, non pas biologique, mais informatique, qui bloque le web pendant 15 jours. Pourquoi pas? Et si ça arrive, on sera bien content d'avoir nos magasins. Et donc, comme nos magasins sont fermés, bon, ben, on pourrait se dire, oh là là, mais on va fermer nos magasins, c'est compliqué, etc. Bah oui, on les ferme là pendant un mois, mais du coup, on les rénove, on réinvestit dessus pour que du coup, et ben en fait, ils reprennent le lead en quelque sorte par rapport au web. Et on marche comme ça sur nos deux jambes. Fabienne, comment vous voyez les choses à ce niveau, même si sur votre site, vous nous invitez à venir vous rencontrer directement chez vous? Ouais. C'est compliqué à répondre comme question parce que, comme disait Thomas, c'est sûr qu'en ce moment, le digital, heureusement qu'il est là et il fonctionne plutôt bien. C'est ce qui permet de pallier aux fermetures des boutiques et autres. En sachant que moi, j'ai très peu de présence en boutique pour l'instant. Par contre, je fais énormément de salons, festivals de sport, justement pour aller à la rencontre de mes clients qui sont tous annulés aussi, qui ont encore été annulés au printemps, qui sont annulés maintenant. Maintenant, j'avoue que je ne sais pas quoi répondre à cette question. Dans le sens où moi, j'ai pris la décision de ne pas vendre en boutique. Donc, je vends direct aux consommateurs. Après, c'est vrai que je partirais plutôt sur un modèle, comme Thomas dit, d'aller au plus près aussi des clients. Et là, le prochain projet, c'est effectivement d'ouvrir une première boutique ici sur Chambéry, où les clients pourront venir me rencontrer avec l'atelier derrière, parce qu'on fait quand même pas mal de sur-mesure et parce que c'est important que les gens voient qui est fait, comment c'est fait et où c'est fait. Et je pense que ça va être un petit peu le modèle de saut sur les années qui arrivent. Ça va plutôt être l'ouverture de boutiques effectivement au centre-ville, de boutiques ateliers, pour que les gens viennent nous rencontrer. Et toujours un peu de digital, on est obligé maintenant de toute façon. Mais c'est pas ma vocation première à la base. Mais je suis ravie quand même que ce soit là en ce moment, ça c'est sûr. Alors Rémi, c'est un petit peu différent pour vous, évidemment. Nous, oui, c'est vrai que le e-commerce, pour l'instant, c'est vraiment à la marge. Je suis en train de le lancer là, ces jours-ci, justement, une partie e-commerce, une partie boutique en ligne pour les accessoires, les petites choses. Par contre, nous, c'est du matériel assez spécifique sur lequel il y a beaucoup besoin de conseils, pas du sur-mesure, mais des adaptations, etc. Donc, il faut qu'on rencontre les clients. Donc ça pourrait se faire par des revendeurs, mais ça signifierait qu'on n'a plus le contact avec les clients, ce qui est super important pour nous pour pouvoir améliorer constamment les produits. Et puis aussi, ça veut dire que si on passe par un revendeur, on lui laisse une marge. Voilà. Et donc, comme je disais, pour garder le prix bas, on a une production locale, mais on a décidé du coup de faire un petit mix. On vend une partie, pareil, peut-être 60-70% en direct, et puis le reste par des revendeurs, parce que
comme je disais, en direct, ça permet d'avoir un peu plus de marge sur la vente des produits, d'avoir la relation avec le client qui est très importante, apporter le bon conseil parce que c'est vraiment technique et c'est dur de trouver le bon revendeur qui connaît tout sur nos produits et sur l'activité. Par contre, avoir des revendeurs, ça nous permet de faire plus de volume et donc baisser le coût de production. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit équilibre. Il y a des périodes, comme disait Thomas, on n'est pas monotrace. Il y a des moments où on va plus aller sur un côté que sur l'autre, etc. Il faut trouver l'équilibre qui convient. Et là, je pense qu'on est assez bien comme ça. D'accord. Marie, on a peut-être des questions on peut peut-être passer la parole aux participants. Oui. S'il y a quelques questions qui... J'ai regardé un petit peu dans le fil de la conversation. Je pense qu'on a à peu près répondu, abordé tous les sujets. Alors, je ne sais pas, Véro, tu as noté peut-être des questions qui n'avaient pas été posées, parce que du coup, entre-temps, tu as relayé les questions qui avaient été posées dans le flux de conversation avec déjà les invités. On va relayer. J'en vois une là, voilà, de Cédric Mathéo, 73, qui se pose la question, enfin qui vous pose la question de savoir, selon vous, quelles sont les limites aujourd'hui du Made in France. Et Mathéo, il peut prendre la parole s'il veut, pour poser sa question en direct. Bien sûr. Mathéo, bien sûr. Est-ce que quelqu'un veut répondre du coup? Pour moi, il n'y en a pas. Il y a bien la limite qu'on veut se fixer. On a été capable de faire le TGV, la fusée Ariane. Alors, franchement, faire des jeans, des baskets, des fauteuils roulants et des vêtements de sport, ça paraît à notre portée. Des fauteuils glissants, pardon, pas des fauteuils roulants. Ouais. On en veut aussi qui roule. On en veut aussi qui roule. Ah. Mais... Non, les limites, c'est il y a certains composants, les composants, nous on voit dans les approvisionnements, les composants qui sont faits en très grande série, et comme des pièces si on prend le cycle par exemple, des freins, etc., c'est tout fabriqué en Asie. C'est dur de trouver des composants fabriqués en France. Peut-être que Fabienne connaît ce milieu assez bien aussi, mais c'est vrai que il y a des composants qu'on ne trouve pas en Made in France, qu'on est obligé de prendre ailleurs. Et si on voulait les prendre en Made in France, là, par contre, ça plomberait vraiment le coût du produit final et donc son prix. Voilà. Mais c'est, à mon avis, que ça dépend vraiment de son activité. Nous, on a la chance d'avoir ces composants. C'est juste une petite partie de nos produits, donc ça n'impacte pas vraiment notre activité. Et on arrive à faire du local. Non. Comme Thomas dit tout à l'heure, par exemple, le coton, pour l'instant, on n'en a pas en France. Et je crois que c'est un petit peu pour tout. Petit à petit, peut-être qu'on arrivera à tout avoir ici. Maintenant, est-ce qu'il y a les limites? En fait, c'est juste celle-là. C'est que pour l'instant, on ne trouve pas encore tout en France. Comme le Tencel, moi, il est en Autriche. Pour l'instant, on n'en fabrique pas en France. Il y a certaines matières aussi que je prends en Allemagne parce qu'en France, j'arrive pas à les trouver ou à des coûts absolument exorbitants. Donc, c'est pas non plus aux clients de payer cette différence de prix. Donc, la seule limite, en fait, elle est là, c'est que pour l'instant, on ne trouve pas encore tout en France. Mais si il y a plein de jeunes entrepreneurs là derrière à l'écran qui ont envie de se lancer à, je sais pas, il y en a peut-être un qui a envie de faire un champ de coton, allez savoir. À terme, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à tout trouver en France, en fait. Tout peut être possible. Maintenant, il faut juste se donner les moyens, qu'on nous aide aussi à avoir les moyens de le faire et puis à y croire, quoi. Mais tout est possible. Alors justement, par rapport à ça, il y a une question intéressante de Malingros. Alors, je n'ai pas le prénom, c'est Malingros. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez poser votre question? Oui, bonjour, c'est Émilie. Émilie. À propos est-ce que vous conseilleriez à 200% à un jeune entrepreneur de se lancer dans l'aventure Made in France? C'est-à-dire, par là, je veux dire, est-ce que à la sortie des études, est-ce que vous nous conseillez plutôt d'aller faire notre expérience au sein d'entreprises, histoire de bien comprendre le marché et comment elle fonctionne, ou alors est-ce que à partir du moment où on a une idée, une envie, il faut y aller? Qui se lance? Il faut y aller. Fabienne. Non, j'ai envie de dire que si jamais tu as une envie profonde et une idée, il ne faut pas la lâcher, quoi. Par contre, te faire bien accompagner, ça c'est une chose. Donc, Voilà. tu parlais d'aller un peu aller en entreprise, pourquoi pas, mais il y a aussi tellement de choses justement qui existent. J'en reviens encore à l'incubateur étudiant Savoie Technolac qui est là pour ça aussi. Enfin, il existe vraiment beaucoup de choses. Si tu as une idée, mais lâche rien, quoi. Tu n'as qu'une vie et puis fais-le. Au pire, quoi, tu te casses la gueule, c'est pas grave. Tu te relèveras et tu recommenceras autre chose. Mais si tu as envie de te lancer dans le Made in France, fais. Après, n'hésite pas à en partager
justement, l'intérêt de tous ces incubateurs, etc. aussi, c'est d'être mis en relation avec d'autres chefs d'entreprise par le biais de parrainage ou autre. Et c'est ce qui va te permettre aussi un peu de faire tes armes. Et voilà, mais fais-le. Ouais. Oui, moi, je suis juste pour rajouter sur ce que dit Fabienne. Il n'y a pas de bon chemin, en fait. Il y a des gens qui vont entreprendre à 50 ans, d'autres à 25 ans, d'autres en sortant de l'école. Il n'y a vraiment pas de chemin parfait. Le but, c'est de se relever tout le temps, en fait. Quand tu es le dernier recours à tout en tant qu'entrepreneur, et ben, en fait, tu n'as pas d'autre choix que de te relever tout le temps. Et l'autre caractéristique, c'était le plafond de verre de ton entreprise. Donc, en fait, plus tu traînes sur les évidences, moins tu te remets en cause, bah, finalement, plus tu freines ton projet. Donc, cette énergie-là, bah, elle s'acquiert. Pour ma part, elle s'est acquise grâce à toutes les conneries que j'ai fait. Et petit à petit, ben, ça recabosse la tête dans le bon sens et du coup, ça fait progresser. Et par contre, ce que je sais, c'est que au-delà de cette énergie un peu vitale que génère l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a personne derrière soi, il y a quand même des moments de vie où c'est plus facile qu'à d'autres moments. Quand tu as des enfants à élever, ou quand. Alors, c'est peut-être un mauvais exemple avec Fabienne, mais il y a quand même des moments de vie. Moi, par exemple, j'ai eu ma fille en 2013 quand j'ai lancé 1083, mais ma boîte avait déjà 6 ans. Si j'avais dû apprendre à être papa en même temps que j'ai appris à être entrepreneur, ça aurait fait beaucoup pour mon petit cerveau, je crois. Et j'avais un besoin de ressources financières aussi. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas de bon moment tout le temps, en fait. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et surtout, il ne faut pas se réveiller à 50 ans en se disant « Putain, merde, j'aurais dû faire ça ». Bah non, il faut le faire, il ne faut pas se dire ça, en fait. Mais il y a des moments plus faciles que d'autres. Et certainement que ce moment entre 20 et 30 ans, c'est le moment où on a le plus de liberté. Après 30-40 ans, on en a un peu moins. Et puis après, ça revient. Clotilde nous demande comment se lancer quand on n'a aucun moyen financier. Est-ce possible? Bah oui. Ouais. C'est plus long et plus dur, mais oui. Moi, je me suis lancée. Pourtant, je suis au RSA. Enfin, j'étais au RSA. C'est pas un frein en soi parce qu'encore une fois, il y a aussi des aides de l'État. Il peut y avoir des subventions. Si justement, je sais pas, tu as une innovation, si tu as un projet. Enfin, je comprends tous ces freins financiers qui sont importants. La vie, on va pas se mentir, hein, c'est pas facile. Surtout en Savoie, je vous dis pas le prix des loyers. Mais je pense vraiment qu'il faut pas s'arrêter. On a quand même une chance en France. Énormément d'aides et il y a énormément de choses qui sont mises en place pour aider les projets de demain et il ne faut pas hésiter à les gratter, à les taper à toutes les portes et à se renseigner. Et même si on n'a pas de moyens financiers, tu n'es pas obligé de passer par un prêt énorme, tu n'es pas obligé d'embaucher tout de suite. Un gars, je me suis lancée là il y a 18 mois, je ne me paye pas encore, certes, mais je l'ai fait, je suis partie de rien. Et aujourd'hui, j'ai un beau bureau de 60 mètres carrés, j'ai des machines, j'ai des clients, je me développe. J'ai pu embaucher une boîte de com pour m'aider. Enfin, c'est petit à petit, en fait. Faut pas avoir peur. Essaye, et puis, mais petit à petit. Il faut être patient pour compléter ce que dit Fabienne. C'est-à-dire que moi, j'ai bossé 4 ans comme responsable informatique avant de créer ma boîte. Et ça mûrissait petit à petit. Et puis après, je ne me suis pas payé. Alors, je n'ose pas le dire pour Fabienne, mais je ne me suis pas payé pendant 3 ans. Moi, je n'ai pas réussi à me payer. Donc, j'espère que tu vas faire beaucoup mieux que moi. Mais du coup, ça vient petit à petit. Après, heureusement, j'étais nourri, logé, blanchi par ma grand-mère. Donc, du coup, c'est elle qui m'a sauvé en quelque sorte, qui m'a offert le temps d'apprendre. Et encore une fois, c'est parce que j'avais 25 ans que du coup, j'ai eu ce confort personnel-là. Donc, profitez de vos parents, profitez de vos grands-parents, profitez des premiers jobs pour vous faire la main, prendre du réseau et mûrir votre idée. Et l'argent, en réalité, c'est plus l'énergie qui compte que l'argent. Voilà. On avait la question d'Anthony, y a-t-il des aides étatiques qui incitent les entreprises à produire en France? Alors, vous avez évoqué les uns et les autres toutes les aides des chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers ou secteurs d'activité. Là, récemment, le gouvernement a lancé un appel à relocalisation. À la mi-octobre, il avait reçu 3600 projets pour un budget de 1 milliard d'euros. Hein, voilà. Alors évidemment, de grands projets industriels, d'autres beaucoup plus petits, mais on sent que les choses, c'est un petit peu ce que disait Thomas tout à l'heure dans un autre domaine, elles évoluent, les choses, elles bougent. Hein, les choses n'étaient pas avec cet état d'esprit-là il y a 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, ces petits coups de pouce sont importants, mais par contre ne remplacent pas l'enthousiasme et le projet de l'entrepreneur. Voilà. Il y a vraiment 5
1000 aides. Hein. L'enjeu, par contre, c'est une sorte de cloud où, alors selon votre code postal, si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes chômeur ou pas, vous n'avez pas accès aux mêmes aides. Oui, oui. Le sujet, est-ce qu'il y a une aide? Il y a 1000 aides. Le sujet, Voilà. c'est quelle est celle à laquelle j'ai droit. Et là, Voilà. ça demande pareil un peu d'énergie, parce qu'en fait, c'est un peu confusant tellement il y a Voilà. d'accompagnement possible. Mais il y a plein d'aides. Une question de Laura qui s'adresse à Rémi. Avez-vous une certaine fierté de travailler pour le développement des activités pour des personnes ayant un handicap? Bah, c'est sûr que c'est agréable hein, quand on voit le produit. On a la chance en fait de faire nos produits du début à la fin, comme les vêtements là, qui vont du coton jusqu'au jean ou autre. Nous, vraiment, on va de la conception jusqu'à l'utilisation, la formation des utilisateurs. Et quand on fait les essais avec les gens sur les pistes ou autres, et qu'il y a les sourires jusqu'ici, parfois des petites larmes de bonheur, etc., bah oui, on se dit voilà, nos produits servent à quelque chose, quoi. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est motivant. Et d'ailleurs, même tout le monde en entreprise, que ce soit la personne qui est en atelier, qui va assembler les produits ou le commercial, enfin tout le monde va aller sur le terrain au moins quelques jours dans l'année, utiliser les fauteuils, accompagner les personnes handicapées, parce que si on le fait, c'est qu'on a une vraie motivation, qui n'est pas juste de gagner de l'argent, parce que si je voulais gagner de l'argent, j'aurais peut-être pu en gagner plus ailleurs, quoi. Comme je disais, j'avais commencé dans l'horlogerie suisse chez Cartier. Oui, c'était les meilleures conditions, surtout quand j'étais étudiant, je sortais des études. Là, j'ai commencé, voilà, c'était la motivation première, c'était vraiment l'activité en elle-même, quoi. Voilà. Noureddin vous demande combien de temps entre l'idée de lancement et le lancement de votre entreprise. Bon, pas facile ça. Fabienne? Fabienne, elle sait plus. Non, je sais plus. Non, c'est pas facile parce que je crois que l'idée, je l'ai toujours plus ou moins eu. Ça germait quelque part dans ma tête. Le moment où je me suis dit, allez, je le fais, et le moment où j'ai ouvert, je pense que c'est bien passé 18 mois, 2 ans, ce qui est, je trouve, presque assez rapide. Entre vraiment où l'idée est sortie de ma tête, où je l'ai posée sur papier en disant j'ai envie de faire ça, j'ai toujours eu plus ou moins, mais 18 mois, peut-être. Mais moi, c'était à peu près pareil. Entre le moment où j'étais responsable informatique et le moment où j'ai créé le magasin en 2007, il s'est passé entre 1 et 2 ans. Et puis entre le moment où j'ai créé le magasin et le moment où j'ai créé 1083, il s'est passé 6 ans. Donc de 2007 à 2013. Et entre le moment où j'ai créé 1083 et on a repris la filature et le tissage, il s'est passé 5 ans, de 2013 à 2018. Et la suite, je ne sais pas encore. Et pour Tessier, à lire le site, on voit que Pierre a eu son idée en 1987 et que l'entreprise est créée en 1995, même chose, 5-7 ans. Bah, voilà, ça a été 8 ans de bricolage dans la grange, etc., avant de se lancer. Et puis après, ça a été long avant que ça marche. Il a fallu quasiment une dizaine d'années. Hein. Moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, c'était en 2004. Ouais, donc ça fait 9 ans que l'entreprise était lancée. Pierre Tessier habitait encore en HLM, vivait dans le salon pour que ses enfants aient une chambre, etc. Tout le temps, il travaillait énormément. Ça n'a pas été simple. C'était une activité vraiment spécifique. Il fallait créer l'activité en même temps qu'on créait le produit, en fait. Donc ça a été énormément d'énergie. Ouais. Voilà. Et là, Rémi, tu as regardé d'un côté, là, quand tu as parlé de la grange, la grange, à côté. Non, je regarde par la fenêtre parce que j'ai une grange aussi à côté de chez moi, mais non, c'est pas celle-là. Alicia, vous voulez peut-être poser votre question? Alicia Demi. Oui, je veux bien. Ma question, c'était de savoir si pour vous, le Made in France allait forcément en accord avec respect de l'environnement. C'est une bonne question. C'est dur d'avoir toutes les informations. Ouais. En fait, on parle du Made in France, donc nous, on sait ce qu'on fait chez nous, dans notre entreprise. Après, ce que font les sous-traitants ou fournisseurs, des fois, on a accès. Et quand ils sont locaux, on peut visiter leur bâtiment. On sait comment ils produisent, etc. Donc, c'est un avantage de travailler local. Et on a une bonne idée pour l'environnement, voilà, si c'est compatible. Après, quand on commande plus loin, on n'a pas cette visibilité. Donc, c'est vrai que si on commande en Asie ou autre, on sait pas si on a une idée un petit peu de comment ça peut être produit et les impacts qu'il y aura sur l'environnement. Mais encore un des avantages de travailler local et Made in France. Ouais. Fabienne, sur cet aspect-là?
J'aurais rien rajouté de plus. En effet, c'est vrai que le fait de pouvoir travailler en local, ça a un impact sur l'environnement forcément, parce que les matières font moins de kilomètres, parce que tout fait moins de kilomètres déjà. Donc ça, c'est une certitude. Après, en effet, il y a une sorte de transparence et de contrôle qui nous permet de vérifier que effectivement les entreprises jettent pas leurs déchets dans la nature, par exemple. Mais c'est difficile de répondre à cette question, je trouve. Ouais, je pense. Après. En tout cas, c'est une préoccupation du chef d'entreprise. Ah bah oui. Voilà. Donc, Mais forcément, moi, juste pour rajouter, ce qui est cool avec le Made in France, avec la proximité, c'est quand même compliqué de faire de la merde quand on est proche de ses clients. Il faut l'assumer quand l'entreprise a pignon sur rue à côté de ses clients, de faire des produits de mauvaise qualité ou des produits dont on voit notablement qu'ils ne respectent pas l'environnement. Donc en fait, la proximité, ça engage tout le monde. Après, qui veut écouter peut. Effectivement, rien n'empêche de faire des vêtements Made in France tout pourris ou super polluants. Mais c'est couillon et c'est prendre des risques commerciaux. Ouais, ça finira par savoir et voilà. En fait, et comme disait Thomas tout à l'heure, ouais, vas-y. Ma question était plus dans l'idée quand on veut entreprendre pour du Made in France, est-ce que finalement on entreprend pour du Made in France en pensant d'abord au respect de l'environnement. Quand vous parlez 2083, on a quand même une idée de réduire l'impact environnemental de la production, ce genre de choses. Oui, nous, c'est au cœur de notre démarche. C'est notre mission, amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. Donc, on est à fond sur les deux sujets, respecter les gens, respecter l'environnement, produire localement. Mais en fait, ça dépend de toi. Si toi, tu as envie d'entreprendre et que tu es surtout attaché à l'emploi local plus qu'à l'environnement, naturellement, tu vas t'investir plus sur les sujets de production que sur les sujets d'environnement. Peut-être ça va être l'inverse. Et quand tu auras des choix à faire, et que tu hésiteras entre un produit italien bio ou un produit français pas bio, et en fait, selon ta sensibilité, tu vas privilégier la solution bio mais italienne ou la solution française et pas bio. Je dirais qu'il n'y a pas de règle. En réalité, ça va vraiment dépendre des missions que se donnent à elles-mêmes les entreprises. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, poser une question? Allez-y. Oui, j'ai une question. Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. On vous entend, oui. C'était une question pour vous quatre, du coup, enfin vous trois, ou sauf si Patrick voulait. Alors, c'était, est-ce que pour relancer un peu le Made in France, le commencement, ce serait pas de relocaliser d'abord les fournisseurs, puisque vous aviez parlé pas mal de fois du fait que il n'y avait pas trop de transparence. Est-ce que le début, ce serait pas ça? Après, c'est une question en général. Je cible personne parce que voilà, vous n'êtes pas vous voulez pas faire fournisseur. Ouais. En fait, trouver fournisseur. Ouais. Vas-y, pardon. Ok. Non, trouver fournisseur, c'est un gros sujet en fait pour une entreprise, quelle que soit l'activité, à mon avis. C'est pas déjà, c'est pas évident de trouver un fournisseur et après le trouver en France, pas forcément plus facile, mais voilà. Je sais même plus ce que je voulais dire, mais non, vas-y Thomas. Non, moi ce que je voulais dire, c'est en fait c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire que les fournisseurs ils existent parce qu'ils ont des clients et du coup on est tous un peu dans le même wagon. C'est les consommateurs qui font que les marques, non, c'est les consommateurs qui font que les distributeurs voient qu'en fait le Made in France plaît. Du coup, ces distributeurs ils vont chercher des marques qui font du Made in France. Du coup, comme ces marques elles voient que faire du Made in France c'est porteur, et ils vont chercher à être plus Made in France que les autres, donc ils vont se fournir en France. Et en fait, tout ça, ça va être une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire que plus il va y avoir de gens qui vont dire « Moi, je veux du lyocell fait en France parce que j'ai Fabienne qui n'arrête pas de me tanner parce qu'on en a marre d'acheter son lyocell en Autriche, plus Trucmuche, plus Decathlon qui voudrait faire avec tout. » En fait, c'est tous ces éléments-là qui vont faire qu'il y a un gars qui va se dire « Allez, moi, je me lance parce que j'ai l'impression qu'il y a un marché. » Et en fait, c'est vraiment l'œuf et la poule, c'est tous ensemble qu'on recrée des filières. Et ce qui ne serait pas raisonnable, c'est qu'un de ces acteurs-là, le sous-traitant, la marque, le commerçant, le consommateur, que l'un d'eux aille tout seul à fond sur ce sujet-là, ça ne marchera pas parce qu'en fait, vite fait, il n'y aura pas de pérennité économique. Par contre, si tout le monde progresse petit à petit, petit à petit,
on recrée une filière. Mais il n'y a pas de... Ça commence par tout le monde, en fait. Ambre avait une question sur l'aspect prix. Ambre, Ambre Morand, Oui, bonjour. je vous laisse poser votre question. Oui, Ouais. je voulais savoir ce que vous pensiez tous les trois du coup du critère prix. Est-ce qu'il joue un rôle important quand on conçoit du Made in France? Est-ce que ça impacte la production ou le prix est plus élevé? Je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. Comme je disais, ça dépend beaucoup de l'activité, à mon avis. Si on prend notre activité qui est petite ou moyenne série, ça a un impact. Il y aura moins d'écart. Enfin, ça coûte pas forcément plus cher de fabriquer en France que faire fabriquer loin d'ici. Après, je pense que pour certains produits de grande série, oui, l'écart sera plus important. Et donc là, c'est vraiment une volonté comme ont les deux autres intervenants, quoi. Avec qui je laisse la parole. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, non, mais c'est exactement ça quand on fait, moi aussi, je fais de la petite ou de la même très petite série. Et effectivement, après, le prix, on le connaît. Il faut être bien honnête que, bah oui, faire fabriquer en France, c'est forcément plus cher que faire fabriquer à l'extérieur et surtout en Asie. Après, si on regarde un petit peu les sondages qui sont sortis ces derniers temps, les consommateurs sont bien conscients de ça aussi et ils sont prêts aussi, eux, à mettre un peu plus cher. Ils savent d'où vient le produit et ça, c'est important. Après, c'est à nous aussi de montrer où va l'argent, dans quoi on met. C'est sûr qu'un maillot chez moi et puis un maillot chez Decathlon, il y a une différence de prix énorme, mais parce que, comme disait Thomas, les quantités sont aussi extrêmement différentes. Maintenant, je pense que même si Decathlon faisait ici fabriquer en France une petite série, au final, les coûts seraient importants aussi. Le prix, ouais. On ne peut pas y faire grand-chose pour l'instant. Moi, je pense que c'est pas si important que ça pour le consommateur. Je parlais de la voiture tout à l'heure. On dit une voiture made in France qu'elle est chère et une voiture allemande qui est plus chère, on se dit pas qu'elle est chère, on se dit qu'elle est de qualité. Donc en fait, c'est plutôt un sujet de communication. Et dans la mode, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, la mode, c'est pas du tout un enjeu utilitaire. Quand on vivait tous dans des grottes, qu'on était tous poilus, et ben en fait, on s'habillait déjà, pas parce qu'on en avait besoin physiologiquement, mais parce qu'en fait, on avait besoin de se parer de bijoux, de tentures, de tatouages. Et donc, en fait, la mode, c'est un enjeu émotionnel, irrationnel. C'est pas un enjeu rationnel. Mais c'est pas lié à la mode, c'est juste parce qu'on est humain. Parmi vous, il y en a qui fument, certainement. Pourtant, vous lisez tous les jours, fumez-tu. Et ça ne suffit pas à vous convaincre d'arrêter. Pourtant, c'est quand même grave, ça tue. Des exemples comme ça, il y en a 1000. Et en fait, pourquoi on est comme ça? Parce que juste, on n'est pas des robots. Et donc, tant qu'on ne sera pas des robots, les émotions, les envies dépasseront la raison. Et du coup, dans la mode, ça se traduit comment? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas forcément de lien entre le pouvoir d'achat des gens et ce qu'ils consomment. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui consacrent beaucoup d'argent à la mode. Et il y a des gens qui sont pétés de thunes et qui achètent leurs vêtements chers. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas un enjeu rationnel, c'est un enjeu émotionnel. Et du coup, pour moi, l'enjeu du prix est accessoire. À nous de donner suffisamment envie aux gens de consommer ce que l'on produit, de donner suffisamment d'émotion finalement pour que du coup les gens se disent ah ben ouais, je vais acheter un jean 1083. Pour certains, ça va être parce qu'il n'est pas trop cher, 100 €. Pour d'autres, ça va être parce que le jean il fait des jolies fesses. Pour d'autres, ça va être parce que c'est made in France. Pour d'autres, ça va être parce que c'est bio. Et en fait, c'est à nous de faire le job d'être désiré par les consommateurs. Et in fine, en fait, le prix, en fait, si on fait bien le job, il n'est pas si important que ça. On le voit avec les marques. Quand vous achetez un jean Levi's, vous achetez le même jean que le jean H&M. Pour autant, vous préférez le Levi's. Ben, c'est juste pour des questions émotionnelles, irrationnelles, identitaires. Et du coup, ça rend le prix beaucoup moins important que ça. Et en fait, quand on se rend compte que le prix, c'est pas si important, et ben en fait, ça nous détend de notre compétitivité. Et au lieu de se flageller avec nos problèmes de prix, et ben on se concentre sur donner envie aux gens de faire partie de notre aventure. Et du coup, on déploie son énergie de manière plus opportune, je crois, plus positive pour développer son activité. Puis on voit bien, enfin les études récentes nous le montrent, toutes les études de consommation montrent qu'évidemment le critère prix pour des personnes qui ont de faibles revenus reste un critère important, même s'il n'est pas déterminant comme l'a dit Thomas, mais par contre il n'est pas
seul, il est associé à la notion de qualité. Et la question, par exemple, de l'alimentation et de manger un poulet à bas prix venant du Brésil, élevé dans des conditions sordides et ayant mangé un peu beaucoup d'OGM, ben évidemment, ce sera imbattable. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux se nourrir autrement en privilégiant un produit peut-être plus cher, mais acheté localement, ou en tout cas en modifiant ses habitudes de consommation alimentaire? Et c'est là où on revient sur un choix du consommateur qui est un choix souverain et qui est super important. Parce que d'entendre dire souvent c'est la faute Amazon, etc., si on voit. Mais après tout, avant tout, il y a le comportement de l'acteur, du citoyen, qui est aussi un consommateur. Voilà. On a beaucoup d'étudiants, Patrick, qui veulent poser des questions. Est-ce que Eh bien, on alors, peut donner la parole? Je vais donner la parole peut-être à Emmanuel Pion. Oui, bonjour. Alors, j'ai 2 questions. Une m'est venue à la suite de l'intervention d'un étudiant. Est-ce que du coup, vous avez l'impression qu'il y ait une réelle demande en termes de fournisseurs made in France? Que ça soit au sein, avec les personnes avec lesquelles vous avez pu collaborer ou au sein des incubateurs que vous avez fréquentés ou de vous? Oui, oui, à fond, hein, pour moi, à fond. Hein. D'ailleurs, nous, la demande est telle qu'en fait, on est obligé de créer nos propres ateliers de confection, que quand on a notre tisseur qui ferme, on est obligé de le reprendre avec le personnel de l'usine pour pas qu'il ferme. Donc oui, oui, je pense vraiment qu'il y a un besoin. D'accord. Et la seconde question, merci. Donc, j'ai pas pu suivre le début de la conférence, donc j'espère que ça va pas être une redite. Mais comment choisir son collaborateur, son binôme, son trinôme quand on a un projet et qu'on veut débuter? Parce que c'est quand même quelque chose qui est très important, je pense. Voilà. ah, Fabienne va nous le dire là. Moi, j'ai commencé toute seule au début. Et en fait, mon binôme, il est arrivé petit à petit. Là, il est là avec moi que depuis quelques semaines. Simplement, c'est une personne qui m'a accompagnée au quotidien, qui m'a soutenue, et je me suis aperçue qu'il y avait des talents que moi, j'avais pas, tout simplement, et que rester toute seule, justement, ça devenait compliqué et que ça n'avait pas de sens. Et pour le coup, moi, mon binôme, c'est mon mari. C'est plus facile. Et dans l'aventure de l'entreprise Tessier, est-ce que les associés, ou en tout cas l'équipe de démarrage qui a accompagné le créateur? Oui, bah, ça a été également l'épouse de M. Tessier qui a été la première à rejoindre l'aventure. Puis après, un premier employé, un deuxième, etc. Ça s'est fait au fil du temps. Mais c'est vrai que ce qu'on recherche, c'est la complémentarité hein, et puis l'état d'esprit de chacun, à mon avis. Voilà. Ça. Juste pour compléter dans les critères qui étaient soulignés par l'auteur de l'article que j'évoquais tout à l'heure, le quatrième qu'il rajoutait, c'était l'actionnariat, souvent un actionnariat familial et un projet où justement la famille accompagnait. D'autres questions? Je suis assez d'accord. Oui, il y a Nils Gargalo qui voulait poser une question aussi. Nils, si vous voulez poser la question? Oui, moi je voulais savoir si les études, elles étaient essentielles pour démarrer l'entrepreneuriat. Je suis la preuve que non, moi j'en ai pas fait. Enfin, quelle importance vous accordez aux études? Enfin, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui d'avoir fait des études ou non dans votre métier? Ben, moi, par exemple, donc j'ai fait 5 ans d'études, 6 ans même après le bac. J'ai trouvé que l'IUT, donc les 2 premières années étaient les plus importantes. C'est ce qui m'a un peu permis de structurer ma réflexion, etc., d'apprendre la base. Après, j'ai fait une année en Suède et là, c'était en fait déterminant parce que j'ai appris l'anglais, qui est voilà, tous les jours, je communique en anglais avec mes clients. Et puis, j'ai découvert le handisport aussi en Suède. J'ai rencontré mon épouse aussi en Suède. Enfin, ça a été l'année déterminante. Après, j'ai continué encore 3 années d'études derrière qui m'ont apporté, mais je veux dire, c'est pas.
Enfin, j'aurais fait d'autres études, je serais peut-être arrivé là quand même. Si j'avais pas continué 3 dernières années d'études, c'est pas ça qui a été déterminant dans mon boulot. Voilà, je me retrouve à faire des sites internet et de la communication et à me déplacer, faire des cours de ski. Bon, c'est pas la qualité qui m'a apporté, enfin, les formations logisticiens qui m'ont apporté ça, quoi. Après, Thomas, je sais pas. Alors, toi... Moi, par contre, juste si je peux rajouter quelque chose, du coup, alors il y a mon côté maman, mon fils a 19 ans, donc moi je lui dis de faire des études et continuer vos études aussi, c'est important. Par contre, justement, autant, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pas fait d'études et je suis entrepreneur quand même. Par contre, je m'aperçois justement que parfois j'ai certaines lacunes. La plus grosse, moi, à l'inverse, c'est l'anglais. C'est-à-dire que moi, quand je suis en ligne avec la société Lending, ils sont obligés d'aller chercher la petite secrétaire qui parle français parce que je parle pas un mot d'anglais. Donc, à l'inverse, moi, je regrette de ne pas avoir un petit peu plus poursuivi. Enfin, je regrette. J'ai eu mon fils à 20 ans, clairement, c'est pas un regret. Mais en tout cas, le manque d'études, parfois, moi, il me pèse un petit peu sur certaines choses, sur certaines lacunes que j'ai. Et je m'aperçois aujourd'hui que ouais, si j'étais allée un petit peu plus loin dans les études, parfois, je serais peut-être un petit peu moins perdue dans ce monde-là. C'est pour ça que je suis passée par les incubateurs et par les pépinières pour pouvoir pallier à ça et me reformer au quotidien. Je pense que c'est assez important au final. Oui, et puis pour rebondir sur ce qu'ont dit Rémi et Fabienne, quand on fait des études, on fait pas forcément les bonnes. Quand on fait pas d'études, on regrette de ne pas en avoir fait. En fait, on a tous plein de regrets sur ce qu'on aurait dû faire si on avait pensé qu'il fallait le faire. Et donc le sujet, pour moi, c'est beaucoup plus de dire, bon, bah, c'est comme ça. Je fais ce qui fait sens pour moi au moment où je le vis. Et après, je m'adapte, je rebondis, j'ai de l'énergie. Et en réalité, il y a des gens qui ont fait plein d'études, qui font rien de leur vie. Il y a des gens qui font pas d'études, qui font des trucs géniaux. Pour moi, la différence, c'est pas tant les études, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on fait de son parcours. Et du coup, faites ce qui vous plaît. Si ces études-là vous plaisent, continuez. Si elles vous plaisent pas, finissez quand même les et puis rebondissez. C'est au final ce qui fera la différence. Et on peut aussi se former on peut se former au fil du temps. C'est pas on est étudiant et après on travaille. On est étudiant, on travaille et puis après au fil du temps on peut apprendre. C'est le cas. On parlait de Pierre Tessier. C'est pas quelqu'un qui a fait de longues études, mais il s'est formé au fil du temps. Puis aujourd'hui il arrive à faire des produits dignes d'ingénieurs diplômés, même s'il n'a pas le diplôme, quoi. Voire bien plus. Je me permettrais juste d'ajouter qu'effectivement, poursuivre des études et accumuler des diplômes, ce n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est le projet que vous construisez, la direction que vous voulez prendre. Et à un moment donné, vous bifurquerez dans un sens ou dans l'autre, rentrer dans la vie active, revenir ensuite vous former sur des manques que vous avez. Et c'est cette altérité-là qui sera importante. Oui, et être bien dans ses baskets avec ses choix, peu importe quel qu'il soit. Voilà. Les études ou l'entrepreneuriat, il faut juste être bien dans ce qu'on fait. On a Sven qui voudrait poser une question. Sven Roux. Oui, j'avais juste une question, si vous m'entendez. Oui, très bien. D'accord, donc pour commencer, bonjour. C'est pour les perspectives, est-ce que vous pensez que malgré, justement, là, on est dans un moment de crise, est-ce que vous pensez que à développer votre entreprise, à aller plus, et on parle beaucoup, par exemple, justement, en ce moment, il y a des usines qui ferment, et on dit souvent, les capitaux étrangers, c'est pas bon. Et est-ce que vous pensez justement ouvrir vos entreprises aux capitaux, à des capitaux privés ou autres, si besoin en était? Non. Alors, la crise, c'est un accélérateur pour moi. C'est-à-dire que les business qui allaient connaître des difficultés du fait de réchauffement climatique, du fait des inégalités qui grandissent, du fait de notre manque de souveraineté économique ou industrielle, ça nous pendait au nez. Donc, en quelque sorte, la crise l'a juste rapproché. Et du coup, ces boîtes-là, elles vont connaître ou elles connaissent les difficultés. À l'inverse, il y a des entreprises qui avaient anticipé ça et qui, déjà, s'intéressaient au circuit court, produisaient localement ou proposaient aux consommateurs une autre démarche de consommation. Et celle-là, elle cartonne. Nous, on fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, 4 dans notre filature et notre tissage qu'on a repris il y a 2 ans, dans les Vosges, ça s'appelle Tissage de France, et 4 chez 1083 sur les jeans et les baskets. 90% des clients de Tissage de France sont des clients conventionnels. On démaquille en des make-up, on tisse pour le wrap, là, le truc qui remplace le cellophane, Happy Film. Si vous achetez en Biocop, c'est nous qui faisons la couche de tissu. On tisse pour
du linge de maison, pour des doublures de sacs de luxe, etc. Donc plein de marchés différents. Bon, bah, tous ceux-là sont en difficulté. Donc, du coup, il n'y a que la partie de 10% de tissu de Nîmes qui est tissé chez Tissage de France pour 1083 qui résiste. Tout le reste est en difficulté. Donc, on va réorganiser l'usine. Par contre, ce que l'on perd chez Tissage de France dans le business conventionnel, on gagne au moins autant en opportunités en développement commercial pour 1083. Donc, en fait, on vend moins de tissus, mais on vend beaucoup plus de jeans. Et donc, du coup, ben, ça révèle que cette crise, elle accélère simplement les choses. Et il y a des nouveaux chemins qu'il faut prendre. Ces nouveaux chemins, s'ils sont inéluctables, en fait, c'est notre devoir d'entrepreneurs, de consommateurs, de les embrasser et d'en être les leaders en quelque sorte. Parce que comme c'est inéluctable, si on freine, si on traîne, si on résiste contre ça, c'est un peu comme arrêter la mer avec ses mains, quoi. Ça ne sert à rien, c'est peine perdue. Donc du coup, il ne faut pas résister, il faut embrasser le changement et aller sur les nouveaux marchés. Donc voilà, la crise, il y a du bon et du pas bon. Et ben, à nous de bien manœuvrer, c'est le vent des globes en ce moment-là, à nous de bien choper les bons vents pour adapter son activité. Ah oui, et le deuxième sujet, c'était les capitaux, ça c'est très important. Nous, on a donc je suis fondateur, actionnaire majoritaire de l'entreprise. On a levé des fonds il y a 2 ans pour développer des nouveaux projets, notamment reprendre cette usine des Vosges. En gros, une entreprise, c'est un peu comme un foyer. Plus vous avez d'épargne, plus vous êtes économe, plus vous avez de l'argent sur votre compte en banque, plus vous pouvez emprunter un gros appartement, une grosse maison. Cette épargne, en tant que salarié, c'est l'argent qu'on économise tous les mois. Cette épargne, en tant qu'entreprise, c'est les bénéfices qu'on fait chaque année. Nous, on a toujours gardé nos bénéfices dans l'entreprise. Et du coup, ces bénéfices, ils permettent d'emprunter plus. Plus on a, plus ils permettent d'emprunter. Mais des fois, ça ne suffit pas. Donc, on est obligé de lever des fonds pour enrichir l'entreprise d'argent frais qui vient agrandir en fait notre épargne. Et donc ça, c'est lever des fonds. Et cette levée de fonds, on l'a fait avec des fonds éthiques, donc des fonds qui s'inscrivent sur le temps long, qui ont des profits raisonnables et qui nous permettent réellement de développer l'entreprise tout en nous assurant que lorsque ces fonds d'investissement vendront leur part, ils ne les vendront pas à des fonds étrangers et ils les vendront soit aux fondateurs, soit aux salariés, soit aux clients de l'entreprise. On a une question de Noureddine Talbi qui voulait intervenir. Noureddine ? Qui souhaitait une... Oui. Oui. Bonjour. En fait, merci pour vous tout d'abord. Deuxièmement, en fait, je ne suis pas français, je suis algérien, j'ai fait mes études ici en France. Et en fait, l'idée d'avoir une entreprise, c'était mon rêve depuis que j'étais au lycée peut-être. Le truc, c'est qu'en Algérie, je connais bien les démarches pour avoir une. Mais le problème, c'est pas vraiment technique, c'est plus politique. Ici en France, est-ce que c'est intéressant pour un non-français d'avoir une entreprise? Bah, c'est surtout est-ce que tu as envie de créer ton entreprise. Moi, mes sous-traitants, mes premiers sous-traitants de jeans, ils sont arméniens. Ils ont créé leur boîte en arrivant en France, ils étaient sans papier. Ils ne parlaient pas la langue, ils ne savaient pas écrire. Et en fait, ils ont créé leur atelier de confection et 30 ans après, c'était les derniers qui n'avaient pas vendu les machines à coudre. Et c'est grâce à ces Arméniens sans papier qu'on a pu relocaliser la fabrication de jeans en France. Donc en fait, il y a certainement des possibilités pour créer des boîtes en France. Et que tu sois étranger ou pas, ça va compliquer un peu le parcours. De la même manière que si tu es en fauteuil, ben, peut-être tu as des difficultés parce que tu es en fauteuil. De la même manière que si tu as 65 ans ou 16 ans, ben, c'est peut-être pas pareil, tu peux être embêté pour je sais pas quelle connerie de créer ta boîte. Mais ça peut développer aussi en toi une énergie supplémentaire que ceux pour qui c'est confort n'ont pas. Donc rien ne t'empêche de la créer si tu en as envie. Et la France fait tout pour augmenter le nombre de créations d'entreprises en France, que ce soit des Français ou des étrangers, à mon avis. Il y a de quoi t'amuser. Merci beaucoup, ça me rassure. D'autres questions? Marie, est-ce que tu vois d'autres questions qui apparaissent? Alors écoute, je ne crois pas. Les étudiants, est-ce que vous avez une question? Il me semble qu'on a tout
balayé, mais si jamais on a une question qui n'a pas été posée, n'hésitez pas. J'avais demandé aux étudiants de lever la main, ils l'ont très bien fait. Il y a une main levée de Niels, peut-être, non? Et je crois qu'il a déjà posé sa question, à moins que ce soit une nouvelle question. Non, moi, j'ai pas de questions. D'accord. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions. On va peut-être passer un petit mot de conclusion. Voilà. Je souhaiterais, avant de conclure, passer quand même la parole à nos intervenants, les remercier encore, et puis quel message ils pourraient transmettre à nos jeunes, parce qu'on a bien vu que c'est important d'être en confiance et avoir des espoirs, et je pense que vous avez porté un petit peu ces idées-là. Rémi? C'est pas évident de conclure, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Moi, je suis pas aussi entrepreneur que les deux autres intervenants qui ont vraiment créé leur boîte. Après, c'est vrai que par volonté, j'ai réussi à développer un petit peu, enfin, à participer au développement de l'entreprise dans laquelle je suis rentré. C'était pas vraiment, donc voilà, je suis pas parti du début de l'histoire, mais j'y ai activement participé. Et c'est vraiment une satisfaction de sentir, enfin, d'être dans une petite entreprise et sentir voilà l'impact de son travail et voir sur quoi ça aboutit. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut ressentir plus facilement dans une petite entreprise ou une très petite entreprise par rapport à un gros groupe où on est plus un employé parmi tant d'autres. Après, voilà, c'était... Non, j'ai vraiment apprécié les interventions de Thomas et Fabienne. Je les trouve très judicieux. Et puis, je pense que c'est vrai que c'est optimiste, quel que soit... Enfin, ouais, si vous voulez entreprendre, entreprenez, quoi. Il n'y a pas vraiment de frein. Il n'y a pas un moment où on a fait les mauvaises études. Je pense que c'est toujours des bagages qu'on prend. Et puis, il faut continuer, saisir les opportunités, pas hésiter à se faire accompagner aussi. Comme on le disait, il y a plein de soutiens qui existent dans tous les sens. Il faut en profiter, quoi. Voilà. Merci Rémi. Fabienne? Oui, merci beaucoup aussi pour tous ces échanges. J'allais dire, de la même façon, si jamais vous aviez envie d'entreprendre, faites-le. Pas rester tout seul dans son coin. Encore une fois, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent et c'est important de se faire accompagner sur le plan humain et sur plein d'autres choses. Ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Après, il faut trouver surtout la façon de faire, celle qui nous correspond, qui correspond à nos valeurs, la façon dont on a envie de voir évoluer les choses et puis ce qu'on a envie de faire aussi avec son entreprise. J'espère, encore une fois, moi je suis créée depuis 1 an seulement. J'espère que dans quelques années, je pourrai moi aussi avoir plusieurs employés et sauver des ateliers de confection ici en France. C'est un peu un désir que j'ai. Mais il faut y aller étape par étape, petit à petit, commencer par faire les choses bien, les faire parce qu'on a envie de les faire et puis vraiment pas hésiter à aller parler à d'autres entrepreneurs. La preuve, je pense que dès qu'on va fermer le micro, je vais demander à Thomas si je pourrais le recontacter plus tard, qu'il ait plein de bons conseils, qu'il a l'expérience que moi j'ai pas encore et c'est comme il dit, c'est ensemble qu'on va plus loin. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent en ce moment en France, il y a beaucoup de belles entreprises. Il y en a beaucoup ici autour de moi, il y a vraiment des choses qui sont enfin, vraiment. Et je pense que les choses sont en train de bouger en France. Et je pense que vous, là, derrière, vous êtes un peu aussi une génération qui peut continuer de faire perdurer ça. Et n'ayez pas peur, parlez-en. N'hésitez pas, aucun projet n'est mauvais, même s'il vous semble un peu fou, faites-le. Moi, si on m'avait dit à 40 ans, tu monteras une boîte, tu feras des vêtements de sport éthiques 100% fabriqués en Rhône-Alpes, j'y aurais pas cru. Et pourtant, je suis là. Et vraiment, croyez en ce que vous avez envie de faire et n'ayez pas peur. Et merci à tous. Merci Fabienne. Thomas? Moi, je veux en profiter pour saluer les profs. Je ne sais pas s'il y en avait dans l'assistance, les profs que j'ai eus il y a 20 ans. Ça fait mal de dire ça, mais je crains que ce ne soit la vérité. Et sinon, ce que je veux dire à tous ceux qui nous suivent, là, qui sont en cours, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'écouter tout le monde. Parce qu'en fait, il y a plein de signaux faibles, d'idées, de conseils, d'erreurs qu'on entend et que du coup, les écouter, ça permet de ne pas les reproduire. Et en même temps qu'on écoute tout le monde, d'écouter personne. Parce qu'en fait, si on écoute et on s'en tient aux limites des autres, on ne fait rien d'autre que ce que les autres ont déjà fait. Et du coup, on n'innove pas, en quelque sorte. Donc, moi, écouter tout le monde et écouter personne, c'est tous les jours ce qui me guide. Et je rajouterais être patient, parce que toutes nos aventures, c'est trop cool. Rassemblées en 1 heure,
peut-être c'est génial. Mais en vrai, c'est très laborieux au beau sens de labeur. Et c'est ce chemin-là qui est génial. Donc voilà, faut être patient, être acharné. Et en fait, et le chemin est génial, quoi. Donc, peu importe où on arrive, en fait, c'est le chemin qui est vraiment riche et humainement et professionnellement. Merci, merci Thomas. Écoutez, à mon tour hein, de remercier nos 3 intervenants parce que je pense que la qualité, la simplicité, la sincérité de leurs propos ont vraiment été appréciés. Et à mon sens, elles participent à créer un ingrédient qui est un carburant énorme pour nous tous et surtout pour nos jeunes en formation, c'est la confiance. Hein. Croyez un petit peu en vous, n'hésitez pas à solliciter vos entourages, vos équipes pédagogiques sont là un petit peu pour vous embêter, entre guillemets, dans des cours, mais aussi pour vous apporter des éclairages multiples et variés. Il y a des réseaux d'anciens, il y a des rencontres comme ça. Et puis, le remerciement, il s'adresse bien évidemment au club. Hein, j'ai toujours pensé que cette structure, elle était fantastique parce qu'elle permettait justement de démystifier bon nombre de choses, de créer un dialogue simple. Et c'est en échangeant qu'on peut aller de l'avant et construire l'avenir, à mon sens. Voilà. Elle réagit par Merci rapport à ce que tu viens de dire, Patrick, puisque l'avantage aussi de cette rencontre, c'est qu'elle aura permis, au-delà du fait que les étudiants auront participé à une super table ronde, c'est d'avoir permis le lien justement entre 3 entrepreneurs ou 3 professionnels en fait qui ne se connaissaient pas et qui ont peut-être à l'avenir des choses à faire ensemble. Qui sait? Certainement. Voilà. Et tous les étudiants, quand vous avez des questions, préciser, je suis pas loin. S'il y en a qui veulent venir me voir et me rencontrer, c'est avec grand plaisir, je le dis tout le temps. J'en reçois beaucoup et voilà, pas hésiter, je suis pas loin, je suis en Berry. Hein. Merci à vous, c'est très très gentil. Merci. Et le Club des entreprises a un représentant, un bureau dans chacune de nos composantes. Donc, venez voir les correspondants du club, hein, étudiants, frappez aux portes, vous serez toujours bien reçus. Et puis, si on ne sait pas répondre à votre question tout de suite, on trouvera toujours le petit fil pour démêler la complexité et trouver un interlocuteur. Et c'est avec grand plaisir que tout le monde le fait. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci Patrick. Et puis, je remercie donc, les participants, bien sûr. Hein, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Et je rappelle que cette conférence est enregistrée, qu'elle sera diffusable donc, sur YouTube. Donc, si vous voulez la partager et réécouter les échanges, n'hésitez pas à relayer la conversation qu'on a eue, qui était vraiment particulièrement intéressante. Merci Patrick pour ton animation, c'était super. Et merci aussi aux étudiants qui ont posé des questions vraiment intéressantes et qui ont permis une table ronde voilà, qui s'est bien passée. Merci à vous. On retrouve les coordonnées des entreprises et des interlocuteurs sur le site hein, du club, hein, sur le programme d'aujourd'hui. C'est bien ça, Marie? Oui, on a le lien sur les sites Internet, bien sûr. Et pas les coordonnées, bien entendu, mais on peut donner des informations, en tout cas, sur les activités de chaque participant, bien sûr. Parfait. Et on est dans le timing. Et on est dans le timing, c'est parfait. On remercie tout le monde. Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Voilà. Bonne continuation, merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.